Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine, un nouveau mois. Enchanté en votre compagnie pour décrypter l'actualité tech et pop culture et jeux vidéo aussi, mais c'est vrai qu'on parle de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu me gourdes, ma gourde, toi? Un petit peu ton... Il y a toujours quelque chose ici. C'est vrai. J'essaie de décorer tant bien que mal l'environnement, tu vois, mais je sais pas si c'est très très propre, mais c'est vrai que je laisse traîner un peu trop mes affaires, hein, c'est complètement vrai. Nous sommes le lundi 2 mai, midi 30, on est en direct pour le Lunch Play. Je suis en compagnie de Nanix aujourd'hui. À côté de moi, comment ça va, Nanix? Écoute, ça va on dit la vérité? On dit la vérité. Ça va très bien, arriver à la frame grâce au trafic. J'ai eu très peur de ne pas arriver en début d'émission et pourtant je suis là. Donc on s'en fout, c'est l'essentiel. On démarre une toute nouvelle semaine avec pas mal de choses à voir avec tout le monde, avec notamment Reza et Suri. Exactement, Reza et Suri sont parmi nous. Commencer par Reza qui se fait son petit mix de lunch aujourd'hui. Qu'est-ce que tu manges quoi là? Bah aujourd'hui on mange classique, une salade de fruits. Salade de fruits. Pour commencer, moi je mange des fruits avant le repas. D'accord. Du coup, le sucré avant le salé. C'est plutôt le dessert ça, non? Bah écoute, j'expliquerai un jour un truc par rapport au fait de manger des fruits ou des desserts après, par rapport à la digestion et l'estomac. Ce sera une conversation de diète, mais sur une autre émission. Et du coup, après, tranquillement, un cru du téton, un de plus. Et un sandwich. Des tétons? Ouais, celui-là, bah, des un sandwich cru du téton. Un sandwich cru du téton. T'as compris. Un sandwich que des tétons. Oui. On a compris la même chose. Moi j'ai compris salade. Vous voulez mettre dans des problèmes. Voilà, non mais. Première émission de lundi. Il s'agirait d'articuler Monsieur Reza, s'il vous plaît. Je suis désolé. J'avais la bouche pleine. Suri est avec nous. Bonjour Suri, comment va? Bah écoute, ça va très bien. Hein. Moi j'ai pensé au Overwatch de tout le week-end, hein. Les petits yeux forcément à force, mais surtout un petit Red Bull pour remettre la forme, la patate. T'as passé tout le week-end à jouer à Overwatch 1 du coup, et ça t'a régalé quoi. S'il te plaît. C'est Monsieur Nanix. Déjà que vous arrivez bientôt en retard, alors écoutez. Au final, après ces nombreuses heures de jeu, tu es plutôt satisfait, plutôt mitigé. Qu'est-ce qu'il en découle? Okay. Moi j'adore, j'attends juste la suite, hein, qu'on me donne encore un peu plus de héros, de trucs à changer, etc. Mais moi je suis à fond dedans, hein. Okay. C'est parti. Hein. Très bien, eh ben, écoute, voilà, un jeu qui sera satisfait, en tout cas les fans d'Overwatch, ça c'est sûr. Il y a vraiment du café dans cette tasse? Aujourd'hui, il y a vraiment du café dans cette tasse, regarde. Ouais, non, il y a du café dans cette tasse. J'en garde toujours un tout petit peu histoire de me nourrir allègrement. Nous sommes bien en direct, tout à fait. Et le programme du jour au menu du lunch, nous avons aujourd'hui la Golden Week frappe au Japon et du coup c'est l'occasion d'avoir quelques promos incroyables mais vrais. Nintendo fait eux aussi des soldes. On va voir si vous attendez ce shiny assez improbable, à savoir des promotions chez Nintendo pour acheter, ou si bien vous préférez acheter le plus rapidement possible. Puis le Summer Game Fest a annoncé une partie de ses partenariats pour 2022. Vous allez voir qu'on a un sérieux concurrent en remplacement de l'E3. Peut-il revenir réellement un jour avec bien ce Summer Game Fest? Ça va être compliqué. Enfin, coup de théâtre ce matin, 8h30. Square Enix annonce avoir revendu la totalité de ses licences et studios occidentaux pour une somme dérisoire. Que se passe-t-il chez Square Enix? Pourquoi se sépare-t-il d'une partie de leurs actifs? On essaiera de découvrir tout ça ici. Puis enfin, découverte, Rogue Legacy 2 est sorti la semaine dernière. Reza, tu as pu y jouer ce week-end, tu vas nous en parler un peu. C'est ça, j'ai joué un petit peu, donc j'ai dû faire 2 heures, 2 heures et demie à peu près, peut-être 3 heures max. Ça va, le jeu était cool, très dur, très difficile. Moi, je suis un peu à chier sur les platformers, mais du coup, c'est un roguelite, donc on retrouve pas mal d'éléments de roguelite, donc on en parlera tout à l'heure un peu plus en détail. Voilà, avec toute cette review, vous avez été nombreux à nous poser la question, mais c'est vrai qu'elle faisait quand même partie de tout ça. En bref, le reste de l'actualité, Nanix, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de la série The Last of Us avec des petites nouvelles plutôt sympathiques, notamment une petite vidéo d'action qui, je pense, fera plaisir aux fans de la série. On parlera aussi de Super Mario le film. On sait que le film a été reporté, il devait sortir à la fin de cette année, film d'animation, il devait sortir à la fin de cette année, il sortira au printemps 2023, mais un insider a des infos, notamment concernant le contenu du film. Vous allez voir,
c'est un peu particulier. On parlera aussi de Xbox et Marvel, parce que demain, mercredi, il y a Doctor Strange 2 qui sort, et Xbox, comme d'hab, régale avec une collab absolument incroyable. D'accord. Si tu es fan de Marvel et fan de l'univers de Doctor Strange, tu vas aimer mon petit Ken. C'est vrai que c'est demain. Collab. On va parler aussi un petit peu de Switch, puisque du côté de Nintendo, on annonce clairement qu'on prévoit beaucoup moins de ventes de Switch cette année avec un chiffre bien précis. On restera chez Nintendo avec également peut-être des NFT dans Animal Crossing. Pourquoi pas? Est-ce que ce serait pas finalement le jeu le mieux adapté, pour ça? Des images de Forza Motorsport ont fuité, non, mais peut-être pas sur la plateforme qu'on attend. Et comme d'habitude, évidemment, même si Lox n'est pas là, je reprends évidemment sa coutume, des Happy Birthday Game, on en aura 3 notamment. Oh punaise, dis donc, c'est le programme est stylé. Fête des anniversaires. Hein. Il y en a des stylés, oui, c'est vrai que tu as le runner devant les yeux. On terminera avec les sorties de la semaine. Suri, en grosse sortie cette semaine, rapidement. Trek to Yomi, forcément, j'ai envie de te dire. Bon, il y a Halo aussi, petite saison 2 là, qui fait plaisir, et un petit Warhammer 40K qui fait aussi bien plaisir. Écoute, ça régale. Le lunch play. On commence tout de suite avec vous, évidemment, dans le chat. Hein. N'hésitez pas et continuez, posez les questions. Évidemment, répondez au sondage. On va voir un peu les tendances actuelles. Et on attaque tout de suite avec la revue de presse. Revue de presse marquée, comme je l'ai annoncé, par la Golden Week. Alors, qu'est-ce que c'est la Golden Week? C'est une des rares semaines de jours fériés au Japon. C'est si exceptionnel, des jours fériés sur une semaine, qu'ils ont nommé justement cette semaine la semaine dorée, un ode à la consommation, au voyage et au repos. Vous avez probablement constaté que beaucoup de choses des choses hebdomadaires ne sont pas arrivées cette semaine. Par exemple, si vous suivez les mangas, vous n'avez pas eu de chapitre de nouveaux mangas généralement fleuve. Pas mal d'animés sont en pause. Et notamment parmi tout ça, il y a aussi des grandes promotions qui sont faites sur l'ensemble des catalogues des marques Nintendo. C'est notamment le cas de Square Enix dont on reparlera, qui a vraiment bradé une grande partie de son catalogue. C'est une pause pour que les gens puissent dépenser de l'argent. En fait, ça sert à la fois ça sert aussi à faire du repos et surtout à donner vraiment un espace pour le personne travail, tu vois, au Japon. Et genre, c'est déculpabilisé, c'est pas en mode « Ah, lui, il a travaillé, toi, t'as pas travaillé, machin ». Une semaine, hein. C'est Golden Week, ça dure environ une semaine, exactement. Et c'est une bonne façon, en tout cas, de partir en vacances pour beaucoup. Nintendo incroyable durant cette semaine aussi fait partie de ceux qui ont fait des soldes. Alors évidemment chez Nintendo qui dit solde dit évidemment chose exceptionnelle puisque je me semble que l'on peut retrouver genre 20 € de bonus sur l'ensemble de leur catalogue. Voilà, hein, c'est ça, Mario Odyssey à 40 €, tu vois, Skyward Sword à 40. Voilà, globalement tous leurs IP qui ne baissent jamais de prix vont se retrouver vers 40 €. Pour les autres jeux qui ne sont pas Nintendo spécifiques, vous pouvez acheter Skyrim pour 30 balles, ce qui est vraiment honteux. Hein. Il manque une IP quand même. Hein. Il y en a plein. Il y a 3 pages en fait de soldes. Est-ce que Breath of the Wild est soldé? C'est la question. Breath of the Wild peut être Breath of the Wild est soldé. Tout à fait. Voilà. Il me semble qu'il est soldé. Ça, c'est une information mondialement il est à 40 incroyable. €. Vous avez un Witcher à 20, vous avez Mario. Tu vois, dès que c'est Mario Lapin Crétin, tu vois, dès que c'est Ubisoft, le jeu. Ça descend, bam. Il se fait schlapp. 50%. 50%. Ubisoft, c'est 60% étape. Nintendo, c'est 40%. Et les autres, c'est 50% de schlapp. Tu vois, regarde. Sonic. Schlapp. Saigné dans l'huile. Nino Kuni, la promo, elle est extraordinaire. Il y a 10 balles. Tellement ça descend très bas. Voilà. L'occasion pour parler un tout petit peu justement des promotions dans. Il y a une promo qui est passée de 2,59 à 2 €, c'est ça? Voilà, c'est risible. Voilà, promotion. Écoute, c'est le geste qui compte, comme on dit. Voilà. C'est le geste qui compte et c'est vrai qu'il y a MK aussi en promotion, ça fera plaisir. Probablement à Reza. Non. Laissez-moi. La meilleure version évidemment. Bien évidemment, exactement. Celle évidemment des transports. Bijan me dit qu'il n'est pas soldé Breath of the Wild. J'ai vraiment cru qu'il l'était, pourtant dans la liste. Ce n'est pas intéressant, c'est déceptif. Mais il y a Mario Odyssey. Nanix, toi généralement quand tu consommes les jeux vidéo, tu les consommes comment? Est-ce que tu attends des promotions pour pouvoir acheter ou tu vas acheter Day One en essayant de trouver le meilleur prix? Comment est-ce que tu te débrouilles? En vrai, la plupart du temps, 80% du temps, je vais acheter Day One. Si je peux cramer une petite promo, c'est cool.
Sinon, tant pis, parce que dans ma tête, c'est déjà quelque chose que j'ai budgétisé. En fait, ça dépend du jeu. Si c'est vraiment un jeu que je veux absolument, que je suis sûr de faire et que j'ai envie d'être, de faire partie de cette hype dès le début, de ce mouvement, je vais l'acheter Day One. Si le jeu, c'est un truc en mode, je vais pas avoir le temps d'y jouer maintenant, je vais attendre, le fait d'attendre va m'inciter à attendre les promos et les soldes. Ok. Voilà. Et c'est quoi le dernier jeu que t'as acheté en promo, tu te souviens ou pas? Waouh, le dernier jeu que j'ai dû acheter en promo. C'est pas facile, hein. Le dernier jeu que j'ai acheté, déjà, je l'ai pas acheté en promo. Voilà. Merci. Et t'as vu, tu te souviens pas, hein? Non, ça doit être Metroid Dread, je crois. en Et encore promo que non, on me l'a offert à Noël, donc non. non, ça non, compte non, pas, non. les jeux Ça compte offerts, pas. ça Non, compte non, non, pas. je réfléchis. Ah bah si. Le dernier jeu que j'avais acheté en promo, c'était The Last of Us Partie 1. à l'époque. Ah, d'accord, pas mal. Ça On remonte. va Ça vous remonte. poser justement la question à vous, pour savoir à peu près vers quel type de consommation est-ce que vous vous concentrez. Est-ce que vous allez systématiquement prendre Day One? Est-ce que vous avez tendance à attendre les petites promos? Est-ce que vous achetez massivement les jeux en promotion? On sait que sur Steam, c'est monnaie courante, Oui. généralement, de les acheter en promotion. Ou est-ce que, évidemment, tout dépend des cas particuliers. Toi, Suri, tu vas vers les promotions ou tu généralement tu te hâtes et tu achètes le jeu tout de suite? Non, les Day One sont vraiment pour des jeux précis, genre que j'adore, etc. Genre, tu vois, un Overwatch 2, bah là, je peux le faire Day Quand One. t'es fan, tu prends Day One. Quand je suis fan, je prends Day One. Par contre, le reste du temps, c'est que de la promo parce que j'essaye de trouver le meilleur prix. Tu vois, s'il n'y a pas une promo qui est intéressante. Là, tu vois, Mario Odyssey, je sais que j'irai pas le chercher, même à 30 €. J'essaierai d'aller voir s'il n'y a pas des éditions physiques sur le bon coin, des trucs comme ça, pour essayer de faire descendre encore le prix un maximum pour essayer d'économiser tout simplement, quoi. Ouais, je vois dans le chat, ça part. Si le jeu est hype de ouf, je vais le prendre Day One. Donc c'est oui. un peu aussi la hype et l'ambiance de hype autour d'un jeu qui te fait prendre les jeux le jour de la sortie. On va voir que c'est peut-être pas non plus les seules raisons. Reza, de ton côté, comment est-ce que tu consommes aujourd'hui le jeu vidéo? On sait que maintenant il y a tellement d'offres pour consommer le jeu vidéo que peut-être notre consommation a évolué. Tu vas plutôt vers le Day One, tu vas plutôt vers l'attente. Tu fais comment? Ça dépend de l'utilisation que je vais faire du jeu, en fait. Si c'est pour le travail, donc travail, j'entends compétition de jeux de combat ou autre. Ouais, Day One, Day-3, je suis là, Obligé. je prends le jeu. obligé. Je vais faire des Et tournois. pour le perso? Pour le perso, si je suis fan de la licence, ça se rejoint, parce qu'au final, je suis fan de Mortal Kombat, trucs comme Sifu et tout, je vais les prendre Day One, mais je suis pas fan de beaucoup de jeux, donc au final, ça va consommer des jeux qui vont se compter sur une seule main, je pense, maximum 2 mains. Et le reste, ça va être soit Game Pass, soit promo. Ah ouais. Donc quand il y a des grosses promos, souvent, ce que je fais, moi, c'est que j'achète d'anciens jeux. Tu sais, par exemple, à Noël, t'as les promos Steam, Ouais. j'ai acheté plein de jeux. Il y en a, je les ai fait, il y en a, je les ai pas encore faites. À un moment, tu avais les promos Capcom. J'ai repris les DMC. DMC Collection, DMC 4, Spécial Edition, DMC 5 et tout. Donc, on va dire, de manière globale, ça va être full promotion plus abonnement en ligne Game Pass. Et les quelques jeux dont je suis fan ou les jeux où je fais de la compétition, ça va être Day One. En tout cas, dans le chat, les gens ont tendance à acheter les jeux plutôt en solde. Et ça, c'est assez intéressant. Alors, il y a toujours le ça dépend qui est très devant dans les réponses. Parce qu'évidemment, bien sûr, ça dépend. Mais dans l'ensemble, on estime chercher et rechercher quand même les soldes avant toute chose. Alors, pour le cas de Nintendo, c'est quand même assez particulier. Nintendo a tendance à ne jamais faire de promotion sur ses jeux. Ou alors, c'est très, très court. Et finalement, les jeux continuent d'être vendus plein pot. On rappelle aujourd'hui un des jeux les plus vendus, Mario Kart 8 Deluxe, a connu très peu de promotion. Je crois qu'il a été une semaine à 40 € il y a pas longtemps. À ton avis, c'est une bonne stratégie de Nintendo de pratiquer peu de promotion, ou est-ce qu'il devrait basculer sur une méthode un peu à la, alors j'ai envie de dire Ubisoft EA, Ouais. pour vendre plus? Bah, en fait, j'ai envie de dire, il y a deux avis. L'avis du consommateur que je suis va te dire, ce serait cool que Nintendo fasse des promos et des soldes de temps en temps. Déjà, ce serait un petit geste au porte-monnaie pas trop dégueulasse pour les fans et les aficionados des licences Nintendo. Moi, le premier, encore une fois, c'est pour ça que je touillais là-dessus et la réponse, ça l'a eu. Mais Breath of the Wild, c'est quoi, 17. 17, Ouais, 17. Le jeu a pas bougé de prix. Au bout de 5 ans, c'est quand même un peu chaud. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que si le jeu bouge pas de prix au bout de 2-3 ans, les 3 ans max, si je veux bien, mais 5 ans, il s'agirait peut-être de le faire baisser peut-être de 20 €, 15 €, juste une comment dire, cherche mon terme. Un geste, juste faire un geste en fait. Un petit geste co pour les fans de la licence. Après, j'ai envie de te dire, faut pas regarder d'un point de vue pragmatique. Les jeux se vendent toujours
au prix fort indiqué par Nintendo. Quelle est ton envie? Pourquoi tu changerais de stratégie quand tu vends aussi bien tes gros jeux, tes grosses licences? Mario Kart 8 Deluxe se vend au prix conseillé de base. Tu penses pas qu'il pourrait en vendre plus si c'était encore moins cher? Bah si tu fais des soldes, forcément tu vas attirer le chaland, les gens vont venir en mode voilà, c'est des jeux que j'avais pas eu le temps de faire, ou c'est des jeux que je trouvais beaucoup trop chers pour pouvoir m'investir dessus. Évidemment que je pense qu'ils en vendraient plus, mais déjà la stratégie elle est totalement broken. Même à ce prix-là, les jeux se vendent par paquet. Ouais. Et justement, les gens ont intégré que les jeux Nintendo n'avaient peut-être pas de promotion. Finalement, c'est une stratégie sur le long terme qui s'avère assez payante. Pourquoi les autres éditeurs n'utilisent pas ce genre de stratégie? Je pense plutôt aux éditeurs core comme PlayStation, par exemple, qui font des grosses promos quand même sur leurs jeux, ou Xbox, qui a intégré une autre mécanique maintenant pour accéder au jeu. Attendez, pourquoi il n'y a que Nintendo qui reste comme ça assez campé et conservateur sur le prix des jeux? Écoute, ils l'ont toujours fait. Je pense qu'il y a aussi cette force des licences de Nintendo comparée à d'autres éditeurs qui ne l'ont pas. Hein. Tu vois, par exemple, un Nintendo, là on parlait de Mario Kart. Mario Kart, bon, c'est tellement ancré chez les familles, etc. Bon, t'achètes une Nintendo Switch pour tes gosses, tu vas te dire, oh, il y a un Mario Kart avec, etc. Tu vois, c'est automatique finalement. Tellement les licences sont fortes, c'est devenu automatique. Même les Mario, tu vois, tu te dis, bon, il y a un Mario avec, oh, allez, je vais prendre la console, je vais prendre un Mario avec, tu vois. Ça, c'est vraiment la preuve que les licences sont tellement fortes chez Nintendo qu'ils peuvent se permettre de ne pas faire des soldes à outrance, etc. Chose que d'autres licences, des petits indés ou même d'autres jeux sont obligés de faire. Parce que les licences PlayStation ne sont pas aussi fortes que les licences Nintendo? Certaines licences PlayStation peuvent être aussi fortes, mais on est vraiment Nintendo pas assez sur un cap en fait où tu touches carrément les familles, tu vois, le grand public qui eux vont pas forcément faire la différence entre PlayStation ou Nintendo. Ils se disent oh Mario Kart, ok c'est bon, je vais prendre dans mon bundle. The Last of Us c'est pas familial par exemple. The Last of Us c'est pas familial. God of War c'est pas familial par exemple. God of War c'est pas spécialement très familial. Donc, c'est vrai. Tu as raison. Tu vois, là, si je veux acheter The Last of Us Remaster, il ne me coûtera que 12,99 € Exactement. le jeu. Ouais. 12,99 €, ce qui est vraiment peu cher. Hein. The Last of Us Partout, 26,99 €. Et neuf, 100% neuf. Je regarde les prix actuellement sous le truc. C'est The Last of Us Partout. Hein. Le jeu, il est sorti quoi, il y a 2 ans? Il y a 2 ans. C'est ça? Il y a 2 ans, il est moins cher que Breath of the Wild sorti il y a 5 ans, tu vois. C'est un truc de fou. Reza, pourquoi, à ton avis, PlayStation brade autant ses jeux par rapport à Nintendo? Non, le problème, je pense, c'est pas PlayStation qui brade ses jeux. Je suis un peu d'accord avec ce que disaient Suri et Nanix. Ça remonte grossièrement à l'époque de la guerre des consoles, PS2, Xbox, GameCube. Après la GameCube, Nintendo fait le choix de se séparer, entre guillemets, des consoles plus puissantes qui font la course à la puissance, aux grosses IP. Ils se disent, on va rester sur une instru familiale, donc en visant des parents, des jeunes parents, des parents un peu plus âgés et des enfants. À ce moment-là, tu n'es plus dans un système économique où nous, on va réfléchir en mode, même quand tu lis le chat, souvent, quand on va parler de jeux, t'en as qui vont te dire « Ah, tu te fais carotte, ah, tel jeu, ça coûte tant. » Nous, on a un peu de l'optimisation, parce qu'on est tous ici, je pense, des joueurs, entre guillemets, des joueurs avertis. Et les parents qui vont acheter la console familiale, ils sont pas dans ce genre de raisonnement, je pense. C'est-à-dire, demain, tu achètes la Switch, c'est normal d'acheter Mario Kart et Zelda, par exemple. Ah ouais. Et du coup, tu vas l'acheter, ça va coûter 50 €. Tu vas dire 50 €, c'est le prix d'un jeu. Mais le joueur de Play, d'Xbox, il va se dire, ok, mais ton jeu, il a 2 ans, je le vois à tant d'euros, il est bradé à tant, il est bradé à tant. Donc je pense que le système de prix entre la Xbox, la Play et Nintendo de l'autre côté, mais regarde, regarde ce qu'il met Polo. Pigeon. Polo, il a raison, mais il faut pas le dire comme ça. Mais parce que tu vois, c'est pas le même public que tu vises. Donc moi je pense que c'est beaucoup plus facile d'amadouer du coup les enfants et les parents et leur dire ok, te prends pas la tête, tu prends ça, c'est pour la famille, vous pouvez jouer tous ensemble, ça coûte 45-50 € en grande surface, Leclerc, Carrefour ou autre, que le gamer qui va se dire pourquoi moi je veux jouer à tel jeu, il est sorti il y a 2 ans et il coûte encore 60 €. Et le dernier coup, c'est que comme je disais, vu qu'ils se sont séparés de cette guerre des consoles de l'époque avec la Play 2 et l'Xbox, c'est que Nintendo aujourd'hui n'a pas de concurrent. Sur l'émission Versus, une fois on parlait des ventes de Smash Bros. C'est-à-dire que tu prends la Switch, il n'y a pas de concurrent de jeux de combat sur Switch. Il y a des jeux de combat qui ont leur pire version du monde sur Switch, que ce soit Mortal Kombat, tout ça et compagnie. Mais t'achètes la Switch, tu veux faire entre guillemets la bagarre en famille ou avec des amis, t'achètes Smash. Il n'y a pas de concurrent.
Donc c'est un peu ça dessus. Les gens ont raison, c'est un peu une stratégie à la Apple. Ça demande, Seven TV, si FIFA et Call of Duty baissent de prix. Nanix, oui, FIFA et Call of Duty baissent de prix très rapidement. Oui, baisse de prix très rapidement, parce qu'après, c'est des jeux-services qui ont une durée d'intéressement dans le temps qui va en s'effilochant. C'est ça. C'est-à-dire que FIFA, clairement, en parlant que du mode Ultimate Team, là, t'arrives à la fin du jeu. Bizarrement, l'annonce du jeu qui arrive sur le PlayStation Plus le mois prochain et les premières baisses de prix, ça correspond globalement à l'arrivée de la TOTS, donc évidemment les meilleurs joueurs par championnat, etc., qui vont être primés. Donc c'est clairement la fin du jeu. Et pareil pour COD. Mais ils ont dit deux choses très intéressantes. D'abord, tu parlais de la puissance des licences. C'est-à-dire que les licences Nintendo, elles sont familiales, elles sont ancrées d'une plateforme à une autre, ça ne bouge pas. On attend toujours un Donkey Kong, mais t'as un Mario Kart sur telle console, tu le retrouveras sur telle console. T'as un Zelda sur telle console, tu le retrouveras sur telle console également. Et à chaque fois, c'est l'IP Nintendo, c'est la meilleure, je rejoins Reza, la meilleure version du genre qui est proposé sur la console. Le meilleur jeu de combat, c'est Smash. Le meilleur action RPG, c'est Zelda, par exemple. Toujours la meilleure IP, donc ce qui justifie le fait que le prix ne baisse pas, quoi. Donc pour toi, c'est aussi une histoire de qualité de jeu. C'est déjà une histoire de qualité de jeu. Et puis après, je l'ai dit tout à l'heure, mais encore une fois, les licences Nintendo sont intemporelles. Dans le sens où tu vas jouer avec tes gamins en septembre, tu joueras encore avec tes gamins en septembre de l'année suivante. The Last of Us, tu peux jouer qu'avec tes potes ou tout seul. Et au bout d'un moment, tu as fini le jeu, il perd en valeur. Donc, c'est important ce que je rebondis rapidement sur ce que je disais avec intemporel. Oui. Intemporel pour le jeu Nintendo, il a totalement raison. Moi aujourd'hui j'ai 30 ans, j'ai mon grand frère qui a 44 ans, j'ai une grande soeur qui a 36 ans, j'ai un petit cousin, un petit machin. Mais si on se met tous à la même table, on parle de jeux vidéo, tout le monde connaît Mario. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Mario, mais si je me rassois à la même table avec eux, je leur dis est-ce que tu connais Last of Us ou God of War? Tous ceux qui n'ont pas eu ce vécu de joueur de jeux vidéo, ils me diront non. Ah ouais. Alors que God of War, c'est connu. Tu vois, le 4, il a fait 20 millions de ventes, le 4. Ouf. Mais j'en suis sûr, j'appelle ma grande sœur, je lui demande God of War, elle sait pas ce que c'est. Okay. Par contre, on a grandi avec la Super NES, après elle avait la Mega Drive, on a eu la PlayStation 1. Si je lui dis Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, Mario, elle sait ce que c'est. Donc demain, elle achète une Switch à la maison, comme elle a fait pour ses enfants, donc ma nièce et mon neveu. Ils ont Mario Kart. Terrain connu, il y a des points de repère. Ils ont Mario Kart. Ils ont Mario Party. Parce que c'est des jeux qui étaient là il y a 20 ans, il y a d'autres jeux qui étaient là il y a 30 ans, qui sont encore là. Et comme Nintendo vise les familles et les enfants, tu peux faire le lien facilement de 4 à 54 ans. On vous pose la question par rapport aux jeux d'occasion et on va terminer justement là-dessus. Achetez-vous des jeux d'occasion? Souvent, des fois, quasiment jamais. Je vais faire un tour de table ici. Tu as tendance à consommer les jeux d'occasion ou pas du tout, oui. Nanix, aujourd'hui? Oui, ça m'arrive. De temps en temps, du coup, c'est ça? Des fois. Ouais, des fois. Mais c'est pas majoritaire. Jeux d'occasion de temps en temps? Pas majoritaire non plus. Très rare. C'est très rare, ok. Très rare ici. Et toi, Reza, vers l'occasion ou pas? Non, parce que je consomme plus trop de physique. Ah ouais, j'avoue. À part la Switch où j'ai 3 jeux en physique, ces dernières années, je consomme plus trop de physique. Donc, tu Game Pass là-bas? Non, beaucoup de promos. Du coup, moi, beaucoup de promos. En vrai, il y a beaucoup de promos sur PC, parce que je joue beaucoup sur PC maintenant. Il y a énormément de promos toute l'année sur PC. Donc, beaucoup de démat. Ça peut expliquer justement peut-être le résultat de ce sondage, puisque 44% disent ne jamais être passés par l'occasion pour acheter des jeux vidéo. À l'époque, c'était beaucoup plus populaire. Ah ouais, dans les années 2000, c'était énormément d'occasions. Et en plus, il y avait cette politique en magasin. Je pense à la Fnac, je pense à Score Games. Score Games à l'époque. Score Games, ils payaient bien quand même les occasions. La Fnac à la fin, c'était pas mal. La Fnac Gaming, c'était pas mal, crois-moi, au début. Ah ouais. Au tout début de Fnac Gaming, c'était pas mal. En gros, tes jeux que tu avais déjà finis, tu revendais ton occasion pour gratter déjà 10 euros sur le prochain jeu qui allait sortir. En fait, tu réservais ton jeu grâce à ça. Donc, le marché de l'occasion marchait beaucoup mieux. Mais vu que l'explosion du démat et des promos démat, je pense que ça a fait beaucoup de mal à l'occasion. Ouais. Ah, personnellement, j'ai plus de jeux d'occasion chez moi que de jeux neufs, c'est sûr. Ouais, mais parce que toi, tu joues beaucoup à la Switch. Du coup, à la Switch, c'est la seule console aujourd'hui limite où c'est rentable. La Switch, j'achète quasiment tous mes jeux neufs. Mais tu vois, entre les 3 consoles du moment, tu prends la Switch, la PS5, la Series X. La Switch, c'est la console où il faut acheter de l'occasion. Ah ouais, oui, c'est peut-être ce qui est le moins cher. Bah ouais. Du coup, c'est ça. Moi, il y a plein de jeux de Switch auxquels j'ai pas joué parce qu'ils coûtent cher. Mais c'est pas la Switch qui me fait acheter le plus d'occasions, c'est que je suis collectionneur et du coup, comme je suis collectionneur, la plupart des jeux que je collectionne, ce sont des jeux qui sont forcément d'occasion. Ce qui ne veut pas dire pas cher d'occasion. Oui. Mais ouais, c'est souvent des jeux d'occasion. Et chez moi, tu regardes ma bibliothèque, il y a plus de jeux que j'ai achetés d'occasion
que j'ai acheté neuf. C'est presque plus un marché de collection, celui dont tu parles. Le marché de location de collection. Mais ça compte aussi. Ah oui, celui-là, il est bien chéros. Et il faut pas. Oui, il est super chéros, celui-là. Déplacement. Les consoles, les jeux, super chéros, ouais. Déplacement. Voilà, en tout cas, vous avez les promotions Nintendo. Regardez, peut-être que quelque chose vous intéressera et vous permettra de découvrir un jeu que vous n'avez pas pu acheter à l'époque. On va passer au deuxième sujet, c'est le Summer Game Fest qui fait reparler de lui. Vous savez, cet événement qui a lieu durant tout l'été, qui regroupe un peu les annonces jeux vidéo d'été. Tout le monde, évidemment, pense à l'E3 quand on parle de ce terme-là, mais l'E3 n'aura pas lieu cette année. Et un pas en avant a encore été fait par les équipes de Geoff Keighley et son Summer Game Fest, puisque ils ont d'ores et déjà inclus, comme l'année précédente, Xbox et Bethesda dans leurs annonces du Summer Game Fest, ainsi que le Tribeca Games Spotlight. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en plus de la diffusion de tous ces événements, il y aura très probablement chez Geoff des interviews post-événement sur le développement des jeux qui ont été annoncés, ce qui crée une véritable à la fois cohérence, mais aussi un événement lié entre toutes ces annonces de jeux vidéo. Et si on regarde l'année dernière, l'événement était déjà partenaire d'énormément de studios, 2K, Active, Blizzard, Capcom, Devolver, EA, Epic, Namco, Riot, Sega, PlayStation. Et oui, Square, Steam, Ubi et Xbox. Cette année, il y a fort à parier que tous ces éditeurs rejoignent encore le cercle du Summer Game Fest et pensent, on va dire, leurs annonces dans une dynamique de date plutôt cohérente et liée. Pas faire deux événements, évidemment, en même temps. On est du coup en droit de se demander si Geoff, il n'est pas en train de tout gagner avec ses problèmes de 3. Après un énorme succès des Game Awards, sûrement un des plus gros Game Awards jamais organisés l'année dernière, ce Summer Game Fest semble encore une fois gonfler le torse. Nanix, ça va devenir le remplacement de l'E3 à terme, ce Summer Game Fest là. Surtout, c'est une année 2021 où déjà Geoff et ses équipes avaient marqué le coup. On rappelle que le Summer Game Fest avait introduit l'E3 et avait bien conclu l'année finalement avec les Game Awards. Là, il n'y a pas d'E3, donc c'est lui qui prend la place. Il y a encore les Game Awards à la fin de l'année, toujours par lui. Surtout, c'est les annonces, les partenariats qui font que oui, tu es en train de te poser des questions. Xbox, on le sait, était encore présent à l'E3, là aura sa propre com diluée dans cet événement. Surtout c'est PlayStation qui d'ordinaire se décale bien par rapport à l'E3. Là logiquement devrait communiquer pendant le Summer Game Fest. On le sait, ça n'empêchera pas PlayStation de nous faire un showcase ou un State of Play un peu plus tard. Mais mine de rien, le fait de voir, c'était les partenaires l'année dernière et comme tu l'as dit, il y a peu de chance à 95% que ceux qui étaient les présents l'année dernière ne soient absents cette année. C'est surtout PlayStation, moi, qui me fait saliver, parce que finalement, quand t'as Xbox, quand t'as PlayStation, tu sais que t'auras Nintendo qui traînera un petit peu de. Alors ils ont jamais fait rien en partenariat avec le Summer Game Fest. Mais en termes de date, on aura un Nintendo Direct, un truc qui traînera durant le mois de juin, c'est sûr, peut-être même fin juin. Pour toi, dès que t'as la Trinité, t'as la Sainte Trinité, t'as un vrai événement. Pour l'instant, j'ai Xbox et PlayStation. Je salive d'avance. Ouais, toi, Suri, Geoff, là, il a vraiment bien manœuvré pour récupérer tout ça autour de son événement. Finalement, les éditeurs, ils veulent se regrouper quand même pour faire des annonces. Là, on dit le 3 ça sert plus à rien, sur machin. Finalement, c'est pas mal quand même de faire des annonces tous ensemble. Ouais, j'avoue que j'ai une interrogation là-dessus sur qu'est-ce qui motive par rapport à l'E3. Est-ce qu'il y a des termes, tu vois, par exemple, qui peuvent changer la donne ? Est-ce que c'est, par exemple, l'E3 qui dit, c'est la marque E3 et vous venez faire une conférence au sein de ça, mais vous n'avez pas autant de visibilité qu'un Summer Game Fest qui finalement te donne beaucoup plus d'espace en mode c'est la conférence Xbox, etc. T'as un showcase, t'as plus de possibilités. Éventuellement, c'est ça que les éditeurs préfèrent dans cet événement-là. C'est beaucoup moins cher aussi. Le 3, et c'est potentiellement beaucoup moins cher, c'est aussi ça. Donc j'ai une interrogation sur les termes business qui éventuellement peuvent aussi motiver des éditeurs à venir plus vers le Summer Game Fest. Mais à vrai dire, si c'est la nouvelle version, enfin si c'est le 3 V2 comme j'ai vu passer dans le chat, écoute, moi, il n'y a pas de souci. Et je comprends que les éditeurs veuillent se regrouper parce que c'est toujours un effet de hype. Finalement, sur le réseau, tout le monde va parler du Summer Game Fest. Donc, c'est le moment où tu peux faire ta communication et qu'il y a encore plus de chances de toucher plus loin que simplement des événements isolés. T'en retiens quelque chose du Summer Game Fest 2021, toi ?
Non, j'avais été beaucoup dans l'E3 à l'époque et j'avais un peu lâché le Summer Game Fest parce que l'E3, tu sais, il y avait eu tout l'E3, Gamescom, tout ça et j'avais bossé dessus donc j'avais bien suivi le truc, mais le Summer Game Fest, j'étais vraiment en mode repos et compagnie, j'étais complètement. Avant d'ailleurs, c'était un petit peu avant. Avant. Le 3, le Summer Game Fest. Ouais, le 3 était début juin et c'était mi-juillet. Exactement, sur le Fest, ça a bien décalé, mais là ça commence. Après. Okay. Là ça commence bien en juin avec les annonces Xbox. La manœuvre de Geoff est très bonne quand même, Reza, là-dessus. Pouvoir se récupérer tout ça, plus de 3 en face. Est-ce que s'il réussit son Summer Game Fest, là c'est le coup de Technical KO sur une éventuelle reprise de l'E3 à ton avis? Le TKO peut arriver. Et de toute façon, on sait qu'on ne reverra possiblement pas de 3. Après, l'environnement des. Ça a été annoncé pour l'année prochaine. Retour de l'E3 en physique l'année prochaine. Ouais, mais faut voir. Offline, off-stream, pas off-stream, pardon. IRL, pardon. IRL. Ils ont annoncé IRL l'année prochaine. Voilà, après, c'était pour rassurer les gens, mais retour de l'E3, a priori, au moment où on se parle, l'année prochaine en IRL. Ça va être compliqué. Moi, j'attends de voir un peu, parce que par exemple, ça fait bientôt 3 ans qu'on n'a pas eu de Paris Games Week. On a vu les annonces de retour aussi, malheureusement. Il y a peut-être plus de choses à voir derrière. Les conférences aussi, ça a bien évolué depuis l'époque, on va dire, parce que maintenant, tu as pas mal de conférences tout au long de l'année, dont le State of Play, par exemple, pour PlayStation, qui réalise déjà pas mal de choses. Tu as les conférences Xbox, ce qui fait que tu n'auras pas forcément la hype de dire, OK, on aura toutes les grosses annonces au Summer Game Fest. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est bien pour Geoff. Après, dans mon cas, moi, en tant que spectateur, je ne suis pas spécialement plus hype que ça pour. Donc je comprends. On a lancé le sondage justement pour savoir si vous êtes plus hype par un Summer Game Fest que par un E3, sachant qu'on a vu évoluer l'E3, on voit évoluer le Summer Game Fest un peu devant nos yeux. Donc si le Summer Game Fest remplace l'E3, est-ce que c'est trop cool? Est-ce que ça vous change rien de la vie? Est-ce que vous en foutez complètement? Ou est-ce que vous souhaitez un retour de l'E3? On va voir à peu près et prendre la température. Il y a une petite remarque qui a été faite dans le chat, je remonte et je relève, qui signalait que l'E3, il y avait quand même un côté rendez-vous fête du jeu vidéo qui était là dans cet événement, là où dans le Summer Game Fest, on voit réellement qu'un élan promotionnel et purement commercial du jeu vidéo. C'est vraiment un événement pour relayer de la publicité, d'éditeurs. Évidemment, quand il n'y a pas de stand, quand il n'y a pas de personnes qui viennent pour jouer, quand il n'y a pas de rassemblement festif, tu perds l'aspect humain. On a tendance à perdre un peu l'aspect humain. Moi, c'est ce qui me désole dans les difficultés de l'E3. L'E3, je ne l'ai jamais fait. Jamais vécu réellement sur place. Je l'ai vécu avec toi, Suri, Ken, Reza l'année dernière avec le dispositif incroyable qu'on avait mis en place. Et j'avais kiffé déjà de vivre avec vous, clairement. Et j'étais toujours en train de me dire pendant cette semaine folle, qu'est-ce que ça aurait pu être trop stylé qu'on vive la même semaine, mais là-bas, dans le Convention Center, qu'on rencontre les acteurs, etc. Parce qu'il y a aussi ça, rencontrer les acteurs, choper des insides. Et des fois, on a des infos sur place des petits leaks qui ne sortent pas, et on sait que la com, elle est quand même voulue de manière assez maîtrisée. Là, faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur quand même une ère où on va avoir droit à des conférences qui vont être quand même assez stylées, parce qu'on aura des petits plateaux qui seront faits, des petites interviews, des petites déclarations après, des petites reviews, etc. Mais globalement, ça va être de la com, ça va être beaucoup de cinématiques, très peu de gameplay. À chaque fois, on est toujours déçu, on veut du gameplay, on n'a pas forcément assez à notre goût. Après, voilà, tant que les confs sont maîtrisés, que c'est pas juste un étalage à l'infini de vidéos, ça fait le job. C'est sûr qu'avec le 3, avec les bornes de test, il y a toujours du gameplay, il y a toujours du hands-on. Et c'est vrai que ça rencontres les acteurs. Aide beaucoup. Ouais. Ça change rien pour 50% des personnes. Tu sais, il y a un côté désabusé. Allez, faites votre com comme vous voulez. Je m'en fiche finalement, d'accord. Moi, je mange. Tout ce que je veux, c'est les infos. Peu importe comment est-ce que les éditeurs communiquent. D'après toi, Suri, l'important, c'est l'info qui vient à la fin. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode d'aller présenter ça? Je ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise méthode. Non, je pense qu'il y a le petit effet d'annonce, le petit effet de hype qui peut toujours faire plaisir. Mais oui, in fine, qu'est-ce qu'on attend? C'est forcément des jeux de qualité, des annonces de fous furieux, etc. C'est aussi l'information qui prime dans ce genre de choses. Mais si tu y mets un petit cadre d'annonce, etc., comme il le faisait, tu sais, il y a toujours les moments les plus iconiques de l'E3 avec Zelda, ça fait toujours plaisir. Tu vois. Et puis même, tu vois, l'ambiance, l'atmosphère d'une période comme ça, où il y a plein d'émissions, il y a plein de trucs, etc. Il y aura moins de compile des meilleurs moments du Summer Game Fest. Ah oui, là, c'est sûr. Sur les internets, hein.
Bah écoute, tant qu'on n'a pas de PC Game Show, Summer Game Fest, comme on faisait à l'E3, c'est bon, ça me... Quelle horreur. Non, mais ce qui compte le plus, c'est que ça existe encore. Surtout ça, pour moi. C'est qu'au mois de juin, on ait nos annonces. On ait une fenêtre d'annonces. Pour moi, c'est ça le plus important. Pour toi aussi, le plus important, c'est l'info avant la mise en place de l'info. Ouais, le plus important, c'est l'info. Avoir de bonnes infos, parce que tu peux faire une conférence hyper stylée. Et imagine, t'as que des news de merde. Imagine, t'as zéro gameplay. On a vu que les gens commençaient à beaucoup s'agacer avec les fameux teaser trailers de 43 secondes où tu vois du noir, de la lumière, Tu penses à une tonne de direct de l'E3 peut-être? quelqu'un marcher, et c'est la fin du trailer. Mais c'est un truc de... Il y en a tellement comme ça en ce moment, c'est abusé. Et derrière, t'as Avatar, on a rien vu. et derrière, t'as plus rien pendant 14 mois. Donc bon, c'est marrant. On a vu un mec, on a vu le soleil se lever, on a vu une paire de bottes. Mais pendant 14 mois, on n'a rien derrière. Donc je pense que ce que disait Tarnanik, c'est intéressant. Le truc le plus stylé, je pense, c'est surtout l'échange. Nous, on a déjà fait des petites conférences en France avec les frères des jeux indés. J'ai pu discuter avec eux, j'ai appris plein de choses sur, par exemple, les prix avec Game Pass, comment ça se passe. Parce qu'à l'époque, je me disais, putain, le Game Pass, ça doit être chiant de fou. Donc j'avais appris pas mal de choses. Donc, à part cet échange, moi, tant que l'info, elle vient. Et moi, je suis pas journaliste de base. Donc, j'ai jamais vécu le 3 IRL. Donc, je peux pas me mettre dans la place de ceux qui l'ont vécu IRL. Mais moi, tant que l'info, elle est bonne, je prends. J'ai pas spécialement besoin qu'il y ait une maxi-conférence, que tout le monde soit présent et qu'on fasse une grosse fête, quoi. Je comprends totalement. C'est aussi un peu mon cas. On va enchaîner avec tellement le gros sujet du jour. Il s'agit de Square Enix. Ce matin à 8h30, Square Enix a annoncé, vraiment, mais alors là, contre toute attente, s'être séparé de tous ses actifs occidentaux. Les mecs se lèvent, ils prennent une décision, ça part. Je ne sais pas. Ça devait être en négociation depuis pas mal de temps, mais là, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Comme Microsoft avec Activision Blizzard. Exactement. Ils cèdent Square Enix Montréal, tout leur studio de Montréal, Eidos et toutes les licences, à savoir Tomb Raider, Deus Ex et toutes les licences que l'Occident possédait, qu'ils avaient récupérées, à Embracer Group, donc comprenez THQ Nordic qui a changé plusieurs fois de nom, donc le grand groupe suédois qui détient non seulement THQ mais aussi Gearbox, etc., qui sont des spécialistes dans le rachat de licences depuis des années et des années et des années. Et ce qui est juste fou, donc Crystal Dynamics évidemment est dans le tas. Ce qui est juste complètement fou, c'est la somme pour laquelle la totalité de ces licences et ces trois groupes composant plus de 1100 personnes est cédée, 300 millions de dollars, c'est-à-dire littéralement 10 fois moins que la moindre petite boîte de merde avec qui a réussi à faire un jeu mobile pété du cul racheté par Tencent, tu vois. C'est rendez-vous compte, c'est 3 fois moins que ce que PlayStation a investi dans Epic, juste pour faire en sorte que le moteur soit optimisé sur leur machine. C'est même pas un rachat, c'est vraiment ce que Gotoz appelait la monnaie du pain. C'est, voilà, prends ma merde. Pour une baguette. Je n'en veux plus. C'est juste hallucinant. Et Square Enix se débarrasse de tout ça. Vraiment, coup de tonnerre, les soldes. Ouais, c'est la Golden Week. C'est la Golden Week. Tomb Raider ne vaut donc plus rien. Deus Ex ne vaut donc plus rien. C'est ça la valeur de ces licences. Mais surtout, ce qui me frappe, c'est donc ils se débarrassent de Crystal Dynamics, le studio avec lesquels ils bossent. Ouais. Crystal Dynamics, c'est quand même eux qui sont en charge des IP Marvel pour Square Enix. Donc, si tu te débarrasses de Crystal Dynamics, tu te débarrasses de l'IP Marvel quelque part. Alors, faudra voir dans le détail, mais c'est assez frappant. Après, attention, Tomb Raider, comme Marvel Avengers, si vous citez Crystal Dynamics, c'est quand même des jeux qui ont bidé, qui n'ont pas marché, qui n'ont pas eu le succès commercial ni d'estime qu'ils auraient dû avoir. Donc quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de corriger certaines grosses erreurs du côté de Square Enix? Est-ce qu'on est en train de se débarrasser de boulets aux pieds? Ouais, je suis d'accord. Au niveau de valorisation, Tomb Raider, ni Deus Ex, ni même les IP Marvel et les jeux Marvel n'ont connu un succès de ouf, mais 1100 personnes qui ont le talent de développer des jeux 100 millions, comme Tomb Raider, c'est valorisé bien plus cher chez n'importe quel autre studio. C'est ça qui fait un peu bizarre. À ton avis,
qu'est-ce qui passe par la tête de Square Enix Suri et est-ce qu'ils ont bien fait? En effet, ça vend plus ces licences-là. C'est normal de s'en débarrasser? Bah, on nous l'a mentionné, enfin justement, on nous affiche un petit commentaire, je suis totalement d'accord. C'est des licences qui n'ont pas marché depuis longtemps quand même. Deus Ex, bon, salut, le Deus Ex, c'est parti un petit peu dans. Deus Ex, c'est mort depuis un moment. C'est mort depuis un moment. Tomb Raider, le dernier, bon, Tomb Raider, c'est surtout le nom qui fait vendre, mais après, c'est pas grand chose au final. Les derniers jeux, je sais pas s'ils sont bien vendus, et je ne crois pas d'ailleurs. C'est pas des échecs commerciaux, les derniers Tomb Raider. Mais c'est pas non plus des succès monumentaux. On parle de Tomb Raider, Ken. Vraiment, Tomb Raider, c'est une licence qui doit être dans le top 5 des ventes sur une année, quoi, tu vois. On parle de Tomb Raider. Oui, bien sûr. Je pense que pour Square, si Tomb Raider, c'est pas top 5 des ventes dans l'année, c'est un échec. Et du coup, c'est un échec. Dis, Suri, reprends. Pour toi, c'est un échec. Pour toi, Suri aussi, c'est un échec. C'est un échec. Après, est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça? Est-ce qu'il y a une volonté de côté Square Enix? J'en ai aucune idée. Je vais être honnête. Je ne sais pas quel est le move derrière ça, quel est ce qu'ils veulent faire exactement. Mais en tout cas, dans les licences qu'ils revendent, bon, il n'y a pas grand-chose qui est exploitable, à part certaines, tu vois, mais vraiment qui sort du lot. Tu vois, un Hitman et compagnie, ça peut être intéressant. Mais derrière, bon, Tomb Raider, Deus Ex, il n'y a pas grand-chose à en tirer, quoi. C'est des licences qui sont pas aussi vivantes que d'autres. Après, je suis peut-être partagé sur Tomb Raider, parce que Tomb Raider, il y a quand même un lore derrière, t'as un univers cinématographique, t'as quand même du potentiel qui rien que pour le potentiel de Tomb Raider, les 300 millions, ça me paraît un peu pauvre, quoi. Et encore une fois, je vais insister là-dessus, mais l'IP Marvel, je suis choqué du prix, du nombre de personnes, du coup, mis à la porte, et du studio, Crystal Dynamics, quand même, on peut pas ils ont fait beaucoup de choses qui pour moi sont discutables, mais ça reste quand même un studio qui a bossé sur le gros IP. Le prix est vraiment dérisoire, quoi. 300 millions, pour vous rendre compte, on parlait du prix des AAA justement dans un précédent Launchway, 300 millions, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'a coûté en termes de production plus communication Marvel's Avengers chez Crystal Dynamics. D'accord. Donc, tu vas te rembourser. mais sérieux, comment tu peux vendre plus de studios pour le prix de ce qu'a coûté un jeu à faire? Reza, qu'est-ce qui se passe à ton avis dans la tête de Square Enix? Et tu penses que ces IP n'ont plus aucune valeur aujourd'hui, ni plus aucun potentiel de revenir des IP majeurs? IP majeur, je sais pas. Après, forcément, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la vente a été sous-évaluée. Je pense que 300 millions, ça reste quand même assez bas. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de Tomb Raider. Tomb Raider, bon, ça va, en vrai, c'est pas un échec. C'est juste que Tomb Raider, c'est plus Tomb Raider des années 90. Tu vois, c'est plus Uncharted depuis, quoi. Vidéo, exactement. Là, il y a eu d'autres choses qui se sont passées entre-temps. Il y a eu Uncharted. Donc, les reboots ont quand même eu des retours corrects. J'avais lu tout à l'heure sur le site plus de 7 millions de ventes à peu près. Donc, ça va, c'est pas mauvais. Maintenant, je pense que Square a beaucoup de jeux. Je pense que Square a beaucoup de studios, beaucoup de développeurs, pardon. Mais Square a fait aussi beaucoup d'échecs ces dernières années. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de jeux Square Schnaps. On rappelle récemment à peine Babylon Fall, vous avez fait l'émission dessus. Malheureusement, le jeu il était catastrophique et pas mal de choses qui n'allaient pas. Bien sur l'axe RPG, ils sont pas au max en fait. Bien qu'il y avait quand même des trucs à faire bien. On a eu Forspoken qui a été décalé, que j'attendais énormément pour le mois de mai, qui est décalé, donc on va continuer à l'attendre. Il y a FF16 qui est en train qui est en production, pardon, avec le game designer de Devil May Cry et Dragon Dogma, je crois. Donc voilà, je pense qu'il y a un petit délire où on se débarrasse de nos licences occidentales. On reste avec la plupart de nos licences japonaises et peut-être on peut se focus pour finalement balancer des jeux de meilleure qualité. Et derrière, on parlait des grands rachats avec Microsoft et compagnie. Je me dis aussi possiblement que Sony est peut-être pas loin. Sony serait peut-être pas loin pour un rachat de Square Enix. Donc pour toi, le fait de se libérer des actifs occidentaux, ça les valoriserait auprès d'un éventuel rachat auprès d'un éventuel rachat sur place au Japon, plus un focus sur les licences qu'ils ont déjà, parce qu'imagine, ils peuvent vraiment concentrer plus d'actifs sur un FF16, il y a FF7 Remake 2 qui est censé sortir la suite, t'as possiblement FF9 Remake qui avait été leaké, le 9, tu connais le 9, en plus c'est 4 CD sur Play 1, donc c'est vraiment un gros jeu. Moi ça me botte. Maintenant 300 millions c'est que dalle, la raison pour laquelle ils ont fait ça, je pense on n'arrivera pas à savoir pourquoi 300 millions, mais si derrière les arguments que j'ai avancés se suivent, je pense que ça peut être pas mal pour la boîte à long terme. Si y a vente derrière, ça peut s'expliquer.
Parce que 1100 personnes lors d'un rachat, c'est quand même des gens qu'il va falloir que tu replaces quelque part dans l'entreprise, que tu n'as pas forcément envie d'avoir et sur lesquels tu vas te dire j'ai une autre vision, je rachète, je vais impulser une autre politique dans l'entreprise. Il faut voir. Bon, c'est vrai que ça fait depuis des semaines qu'on parle, Ubi peut être racheté, Square Enix peut être racheté, etc. etc. Quand tu achètes Square Enix, tu rachètes Crystal Dynamics aussi, te débarrasser d'un studio qui aurait peut-être pu faire gonfler les coûts. C'est peut-être un move intéressant, peut-être une bonne piste lancée par Reza. Alors attention, bien que actuellement, l'action Square Enix Holdings a probablement atteint son taux le plus bas en fin avril dernier depuis sa création, Square n'est pas spécialement en reste d'un point de vue des annonces et des jeux à sortir. C'est même plutôt rassurant ce qu'ils ont annoncé entre Final Fantasy XVI, un Forspoken, Valkyrie Elysium, Valkyrie Profile qui revient. Un tactical aussi là. Exactement. On a le 3e épisode de Final Fantasy VII Remake, là, le Ever Crisis, qui est censé aussi arriver sur mobile, Live Alive dans quelques mois. Ils ont annoncé que Dragon Quest XII était en préparation. Les grosses rumeurs de Final Fantasy IX Remake du leak de septembre dernier, voilà, exactement, de chez Nvidia, dont tout ce qui était marqué dans la liste s'est avéré être vrai, mais il n'y a pas que ça. Ils ressuscitent leur licence avec Riser, ils ressuscitent Front Mission, ils n'ont jamais lassé Saga Frontier, FF14 cartonne. Il y a Echoes of Mana qui vient de sortir sur mobile, qui est le nouveau épisode de la série Mana. Très RPG tout ça quand même. C'est très RPG. Kingdom Hearts Totalement. 4 a été annoncé. Je vous rappelle que Nier est un succès incroyable et que même Nier Replicant a eu le droit à son succès après Nier Automata. On est peut-être sur un truc comme ça. En vrai, la Square, ils tiennent une base solide, d'autant plus que FF14 tourne très très bien. Il y a Dragon Quest 3 HD 2D qui sort ici. Finalement, est-ce que c'est pas ça le mieux, se concentrer sur l'identité Square Enix et revendre peut-être tout le reste? Et on va lancer un sondage justement sur la licence Square 2022 que vous attendez le plus, Nanix. Tu veux que je réponde à quoi? La licence que j'attends le plus Se concentrer justement sur leur licence d'origine, c'est la meilleure stratégie. Oui, en fait, quand là, tu nous cites les jeux qui sortent et qu'on comprend bien qu'il y a une volonté de se reconcentrer sur ce qu'ils savent faire de mieux, le RPG et le action RPG, c'est logique parce que de toute façon, aujourd'hui, je pense que Tomb Raider ou encore Deus Ex, c'est des licences qui sont un peu mortes pour eux, c'est des poids morts. Ça ne marche plus. Je pense qu'ils ont aujourd'hui pas les sous. Pas l'investissement humain, personnel, mental, réfléchi pour aller trouver ce qu'il faudrait faire pour relancer ces licences-là. Pas l'envie non plus d'aller là-dessus. Et le mieux, c'est de revendre. On se débarrasse. D'autres feront mieux que nous. Nous, on préfère se concentrer sur ce qui marche le mieux et ce qu'on sait faire, ce qui est notre ADN. Je trouve ça chouette. Après, encore une fois, moi, je vais finir ma part de réflexion là-dessus. C'est juste que le prix fait que tu te dis quand même, les mecs, il y avait moyen de gratter peut-être des centaines de millions de dollars supplémentaires quand même. 300 millions, c'est vraiment... tu l'as dit, tu valorises 1100 personnes à 300... Tu valorises 1100 cerveaux, on va dire ça comme ça, talent du coup, à 300 millions. On parle même pas des licences, juste des gens... Ça fait pas cher, quoi. En nouvelle IP, on a vu Babylon's Fall qui s'est un peu cassé la figure. Il y a Forspoken qui arrive en fin d'année. C'est Luminous, qui est derrière, qui sont ceux qui ont fait l'adaptation Stadia de FF15, qui ont développé le moteur graphique, en effet, de FF15. Si Forspoken est un échec, à ton avis, ça signe la fin des nouvelles licences chez Square Enix ou pas, Suri? Oula, là tu me poses des questions assez cataclysmiques. C'est des questions cruelles. Tu vois, c'est des cataclysmiques. À vrai dire, non, je ne pense pas que ça Forspoken, si ça échoue. Après, effectivement, est-ce qu'on a une volonté de se recentrer sur son identité particulière sur le Japon précisément, étant donné que Square Enix a eu tendance à partir à droite, à gauche, etc. Tout au long de ces années, ça peut se comprendre. Et Forspoken, oui, si c'est un échec, ce que je ne pense pas, parce que enterrer le jeu dès maintenant, alors qu'on n'en sait pas grand-chose, c'est pas forcément une bonne idée. Mais oui, ça aura des conséquences sur Square Enix. Après, de là à dire que c'est la fin d'une ère ou de lancement de nouvelles licences comme ça, non, je ne pense pas. Bon, j'ai complètement perdu Internet, donc je ne peux pas malheureusement lire vos réactions. En tout cas, on a en face un peu les prix des différents rachats de Embracer Group qui sont spécialistes là-dedans. C'est solide, les studios. Oui, c'est quand même solide. Mais tu vois,
Crystal Dynamics et Eidos, avec la licence Tomb Raider, sont sous Aspyr, mais très largement sous Gearbox. Gearbox, c'est-à-dire que leur licence phare, j'ai oublié, rappelle-moi Nanix, le Borderlands. Borderlands, je l'ai, est évalué plus haut largement aujourd'hui que la licence Tomb Raider ou la licence Deus Ex ou la licence Thief, etc. C'est le double de Core Media. C'est le double de Core Media qui a un petit éditeur et un petit fabricant de jeux vidéo. Pour moi, c'est surréaliste que Saber Interactive et Easy Brain valent 2 fois plus que Crystal Dynamics et Eidos. Après, Crystal Dynamics, encore une fois, les derniers jeux proposés sont pas dingues aussi. Donc, ça, au moment de s'asseoir à la table de négociation et dire bon, on vous rachète ces 2 studios. Les gars, par contre, les derniers jeux, c'était pas des bangers. Ça peut jouer aussi sur le prix de rachat. Ouais, c'est complètement vrai. Ça pose aussi du coup la question des licences. Je repose un peu la même question que j'ai posée à Suri, Reza. Forspoken, c'est la dernière chance pour une nouvelle licence chez Square Enix où tu sens qu'ils vont refaire des tentatives comme ça de new IP. Alors je pense qu'ils vont refaire des tentatives de new IP parce que finalement avoir un échec sur une nouvelle IP, c'est pas un échec d'une entreprise au final, parce que l'entreprise a des piliers, a des IP sur lesquels elles peuvent s'asseoir, comme Final Fantasy par exemple, ou encore d'autres trucs comme Nier. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de ventes, on parlait de Tomb Raider qui a fait plus de 7 millions. Il faut savoir que Nier Automata, je crois, c'est que 5 millions de ventes. Ouais. Tu vois, c'est pas grand chose, sauf que derrière, il y a un petit soft power quand même qui s'est installé avec Nier, où ça avait relancé une bonne hype par rapport à la version jeu Play 3 qui était pas trop connue à l'époque. Je crois qu'elle avait à peine frôlé 1 million, si je dis pas de bêtises, qui nous a permis derrière d'avoir un remake. Mais donc, il y a des choses à faire. Et Forspoken, moi, j'ai une Annick, ça n'a pas l'air chaud pour le jeu. Moi, j'ai envie de me laisser tenter. Je pense que ça peut être un bon jeu. J'espère être surpris. Pour l'instant, ce que j'en ai vu, je suis pas hypé de fou. J'espère être surpris. J'espère que le taf sera fait pour que ce soit un bon jeu. Et même si ça ne fonctionne pas, on a Luminous derrière. Ça reste encore une fois une nouvelle IP. Il y a de quoi rebondir, quoi. Bon, alors, ayant perdu la totalité du net, je ne peux ni lire, ni te lire, Polo. Je ne sais pas qui a remporté les sondages, ni quoi que ce soit. Je suis complètement aveugle. C'est terrible. Web est la première entreprise des internets. Si d'ailleurs, tu peux me trouver le nouveau mot de passe Wi-Fi qu'ils ont la bonne idée de changer à 13h10. Voilà. Pendant que les gens bossent, ça serait vraiment adorable. Ouais, tu nous le mets dans un coin et on le copie. Surtout qu'il y avait quelqu'un dans le chat. De quoi ? Final Fantasy XVI à 73%, très bien. Forspoken 16%, ok. Et après, on s'en fout. D'accord, oui, donc Final Fantasy XVI qu'on n'a pas revu depuis le 3 2020, c'est ça ? Ouais. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu d'image de Final Fantasy XVI. Ça fait très mal. J'espère vraiment que le jeu sera incroyable. J'espère surtout qu'on le verra. J'espère surtout qu'on le verra cet été. On l'attendait déjà l'été dernier, donc. Imagine, tu le vois cette année, il sort cette année. En tout cas, normalement, ils ont communiqué pour dire qu'on aurait des nouvelles cette année. Donc j'aimerais bien revoir le jeu au moins cet été, quoi. Donc, Alors, il y avait quelqu'un dans le chat qui disait qu'apparemment, c'était écrit noir sur blanc que les 300 millions allaient être investis dans la NFT blockchain. Et c'est ça que j'arrive pas à checker, en fait. J'arrive pas. Si, c'est écrit dans l'article. C'est écrit dans l'article ? Oui, c'est écrit dans l'article. Le lien qu'avait mis Nibellion, il avait mis le lien sur Twitter et c'était écrit au NFT blockchain. Parce que j'arrive pas à le checker pour le coup. Alors justement, ça c'est une information quand même qui est très, très intéressante. On sait que ça intéresse beaucoup d'éditeurs et de développeurs de jeux à l'heure actuelle. Réinvestir la totalité de Tomb Raider dans la blockchain, c'est quelque chose de pas commun, mais quelque chose que beaucoup de studios japonais s'intéressent aujourd'hui. On sait que FF14 c'est leur plus gros succès, c'est aussi quelque chose qui rapporte beaucoup sur le long terme. Le prochain, il y aura forcément un prochain MMORPG de chez Square. Pourrait-il être NFT friendly à ton avis? Et est-ce que on a envie de ça aujourd'hui? Toujours en gardant la qualité de MMORPG qui est évidemment Final Fantasy. Du coup, ça serait 17. T'as posé 2 questions. La première, c'est est-ce que c'est possible ? Malheureusement, oui, tout est possible. En plus, la volonté d'aller sur les NFT et la blockchain, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus démocratisé auprès des éditeurs et développeurs de jeux vidéo. Après, en fait, pour moi, ça va être une question de temps. Aujourd'hui, c'est une technologie qui
je pense, ne hype pas forcément le grand public, n'est pas forcément encore bien comprise par le grand public. T'as pas d'exemples tangibles. Non mais bref, je vous en donnerai un avec Animal Crossing et peut-être que là ça parlera peut-être un peu plus aux gens. Mais en fait, faut donner aux gens des choses concrètes pour qu'ils comprennent par rapport au jeu. Et je pense que c'est une question de temporalité. Donc on parle d'un jeu qui arrivera pas avant, je pense, 2, 3, 4 ans. Ouais. Même plutôt 3, 4 ans, je pense, à mon avis, en termes de projets, d'annonces, d'infrastructures et d'architecture. Donc... est-ce que ça peut arriver? Oui. Est-ce que ça doit arriver? Moi, personnellement, c'est une technologie qui ne me parle pas plus que ça. J'ai besoin de choses concrètes, moi, et pour l'instant, j'ai du mal à avoir des choses concrètes là-dessus. Donc, pour l'instant... Reza MMORPG avec du coup la possibilité de posséder tout ce que tu as dans ce MMO. Moi, je suis pas du tout MMORPG, c'est très bien, Ken. Ça, c'est plus Suri, ça. Moi, les C'est NFT plus Suri. Non, les MMORPG. Ah non. Déjà, pour commencer. Mais du coup, non, moi, je joue pas du tout MMORPG. On a la réponse de Suri, du coup. Encore moins les NFT, donc je passe. Déjà qu'on voit KCP des trucs. Suri. Déjà qu'on voit des trucs sur Twitter, sur les NFT. Non, même au RPG, oui, moi, ce côté Warcraft. Je sais pas trop, je sais pas trop côté. WoW Ouais, aura bien son En vrai, les son licences. successeur un jour. Des NFT sur WoW, tu prends ou pas? Jamais. Ah ouais? Non, les NFT, non. Non, vraiment, j'aime Jamais pas ta ça. monture t'appartenait, que tu pouvais la revendre, ça te plairait pas? Non, les NFT, ça. J'en connais pas. Je ne connais pas précisément le principe des NFT, mais moi, je pars du principe que c'est une valeur spéculative incroyable et c'est un truc où tu peux perdre de l'argent tellement rapidement que faut pas le conseiller. Mais ton nom là, il est actuel ou là on parlait d'un futur jeu hypothétique du côté de Square Enix, un prochain MMORPG. C'est dans 4 ans, avec une technologie mieux expliquée, mieux amenée. Tu serais toujours sur un nom aussi catégorique sur les NFT ou pas? Forcément, la réponse, elle peut être que oui, on va reconsidérer un peu le truc parce que si les choses changent, parce que là, actuellement, le NFT, c'est juste, tu mets ton droit de propriété sur un espèce de JPG et c'est une valeur hautement spéculative. Donc là, oui, forcément, si les conditions sont différentes, on va le reconsidérer plus tard. Mais de base, moi, je suis contre les NFT, oui. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, pas de problème. On verra à l'avenir ce que Square aura dessiné, mais j'ai l'impression que... Et toi, Ken? Ouais, moi, j'ai l'impression que En fait, c'est tellement difficile de travailler avec le Japon, et je vous assure que même les équipes de Square Montréal ou ceux qui travaillent chez Eidos s'en plaignaient plus qu'autre chose. On le connaît du côté de Konami. Peut-être que ça peut être à la fois bon pour eux et à la fois bon pour Square Japon qui, je le sais, comme toutes les entreprises japonaises, considèrent ce que fait le Japon comme étant ultimement incroyable et ce qui est fait à côté comme étant... vite tough, quoi. Ouais, vite tough, alors que même si ça leur rapporte quand même beaucoup d'argent. Donc, écoute, très bien. On va dire que ça consolide encore plus l'état d'esprit japonais de l'entreprise et peut-être c'est pas un mal, même pour nous autres consommateurs. On va enchaîner avec les reviews du jour et c'est Reza qui nous a testé un tout petit peu le dernier Rogue Legacy. Rogue Legacy 2. Voilà. Je me suis fait casser les fesses surtout. C'est parti, nous en parle tout de suite. Tout à fait. Reza Rogue Legacy 2, tu as pu jouer au jeu ce week-end. Et oui, roguelite encore une fois, avec un gros côté platformer dans l'idée. Je ne sais pas si tu avais déjà joué au 1, mais tu vas pouvoir nous présenter un tout petit peu ce Rogue Legacy 2. Ouais, j'en ai profité pour jouer au 1 par la même occasion. Le 1 qui était sorti, il me semble, vers 2013 à l'époque, c'était un pixel art disponible, qui était pas mal, un peu dans la même veine. Donc le système de jeu, on part un peu sur un système de mort. Voilà, vous connaissez un peu les roguelites de base sur le plateau. Voilà, le système de jeu où tu commences, tu joues, tu pars d'un point, tu pars de là avec ton téléphone, ton couteau, t'avances, tu récupères des équipements au fur et à mesure de ta run. Si tu meurs, tu perds tous tes équipements, mais il y a certaines ressources que tu vas garder et quand tu repars à ton lobby, tu vas pouvoir développer entre guillemets des compétences globales qui vont t'accompagner sur les runs globales. Donc au fur et à mesure, tu vas rendre ton personnage plus fort, mais sans garder ce qui va se passer à l'intérieur. Donc ici, nous, on va se concentrer sur le Rogue Legacy 2, qui est donc un roguelite platformer en 2D, qui est sorti le 28 avril, si je dis pas de bêtises, à peine récemment. Il est en Early Access depuis 2020, je crois. Il y a pas mal de vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Je vais parler rapidement des classes de personnages. Donc j'ai mis une vidéo avec, il me semble, dans le runner. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu d'avoir juste des classes de personnages genre ninja, samouraï ou autre, ça va se jouer par héritier.
Donc c'est un jeu qui part sur le linéage. Donc par exemple, si Suri joue, Suri meurt, c'est... Si Suri joue, Suri meurt. Non, si Suri joue, Suri meurt. Si Suri play, Suri dead. Suri dead. Tu rejoues pas Suri du coup, mais tu joues un des héritiers de Suri. Donc il y aura ton tableau affiché à gauche. Tu crées un arbre généalogique en fait, qui peut être sans fin selon. C'est incroyable ça. Sœur Suri, sur un petit tableau comme ça, et en bas tu auras le choix entre 3 descendants. Incroyable. T'as de tout. Je vais avoir 3 enfants, d'accord. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être tout type de nationalité, d'ethnicité, ça peut même être des nains. Ça peut même être un peu n'importe quoi. Et derrière, du coup, quand tu prends le personnage, tu accèdes à cet endroit où tu as une sorte de mini château là où j'ai commencé à acheter mes arbres de compétences qui vont te permettre de débloquer du coup des classes. Donc dans ces classes-là, on va retrouver comme d'habitude la classe épéiste, la classe dueliste avec le furet. Ouais. On va débloquer la classe rôdeur, la classe Valkyrie avec les armes lourdes. On aura des mages classiques, on aura des mages épéistes. Donc toutes ces classes différentes qui Des vont classes que tu pourrais équiper au fur et à mesure, de toute façon. c'est ça, tu choisis ta classe et après tu vas vers le donjon. Et dans ce même endroit, tu vas pouvoir aussi débloquer tout ce qui va être forgeron, système d'entraînement ou autre, comme dans un roguelike classique, où le forgeron va t'aider à améliorer pour toutes tes runs, soit tes armes, soit tes armures, soit ce qui va avec. Bien Ensuite, ça. tu te retrouves sur un deuxième menu où du coup, à ce niveau-là, tu peux passer au forgeron, tu peux parler au forgeron, l'enchanteresse et autres. T'avances et tu rejoins donc Caron. Je sais pas si vous connaissez Caron, un peu la mythologie grecque. Ouais. Celui qui t'aide à traverser le Styx. Tout à fait. Il va t'aider à traverser pour rejoindre les fameux donjons et commencer à faire la On bagarre. te rappelle Hades. Oui. Oui. Ou Hades, Tout. Senseiya. Bien sûr. Plus Senseiya. Ah, J'avoue, oui, Senseiya. Senseiya. Un passage de barque mouvementé. Exactement, Senseiya malheureusement. Pour Sean aussi, mais surtout pour Sean Seiya. aussi. Et donc voilà, tu rentres dedans, tu commences à te battre. Et là, je trouve que l'ambiance est quand même vraiment bonne. On a une OST assez pesante, on a des types d'ennemis super stylés, on a genre des gros soldats, on a des soldats féminins à la lance. Comme je disais tout à l'heure, tu es sur un platformer, tu peux te laisser tomber, tu peux rebondir sur les ennemis qui montent sur toi avec la direction BA A ou BA X pour taper. T'as 3 boutons à peu près qui vont te servir à faire des attaques, donc t'as X, Y et B. Donc là je parle en manette Xbox. X qui va être le coup classique, Y qui va être un peu la compétence, donc qui va se recharger, et B qui va être le coup avec la mana. Donc là il joue les pays classiques, on voit qu'il a le feu avec, il a le bouclier sur Y, il a le coup d'épée, on est sur le premier monde. Donc t'avances, c'est assez complet. Tu vas passer par pas mal de rooms, et quand tu vas arriver dans certaines rooms, tu pourras rejoindre certains mondes illusoires où il va se passer des actions qui vont te permettre de débloquer la salle du boss sur le niveau. Ah, ça ressemble beaucoup quand tu me le décris comme ça. Hein. Donc c'est assez complet, c'est assez dur, et même le donjon est assez grand. J'étais très surpris, par exemple, en comparaison à un Getsu Fumaden où le premier monde, il n'est pas très très grand. Sur Rogue Legacy, c'est assez grand. Dans les salles que tu rentres, par exemple, tu as une salle où tu vas rentrer, ça va être la salle de l'illusion. Tu auras des trucs à traverser pour pouvoir passer. Tu auras certains jeux de plateforme à faire pour pouvoir aller au bout. Mais comment tu passes là Tu dashes, justement, je vais venir. Tu vas rencontrer des sortes d'ennemis qui réagissent à partir du moment où tu tapes, ils te tirent dessus. Voilà, tu auras des salles comme ça avec des pièges. Le gros platformer, c'est vraiment super stylé. On est sur la classe Valkyrie ici d'ailleurs. Un peu chaud là. Et au fur et à mesure que tu avances et que tu finis ce genre de grande salle, tu peux aussi débloquer des compétences que tu vas garder sur l'ensemble du jeu. Donc là, ce qu'il a fait, c'est le dash. Par exemple, j'avais fini une salle qui m'avait permis de débloquer le air dash, donc de sauter, de pouvoir faire le dash dans les airs. Et ça, tu l'auras tout le temps. Après, tu le gardes tout le temps. Ok. Et tant que tu l'as pas, tu peux pas l'utiliser, donc il y a certains endroits où tu ne peux pas aller. Et il y aura d'autres endroits, par exemple, où tu vas rentrer, on va te dire, il te faut tel truc pour pouvoir terminer la room. Et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, on est vraiment sur un roguelite classique avec une tonne de compétences, de trucs à débloquer, d'objets. Le platformer est vraiment bien et je trouve assez difficile quand même. Voilà. Si t'es pas habitué à jouer au platformer, le jeu peut être assez exigeant, mais la courbe de progression est bonne et au fur et à mesure que tu joues, après 2 heures de jeu, tu commences un peu à t'y faire et à t'habituer. T'as réussi à changer de biome. Il y en a dans le chat qui se plaignent qu'au bout de 5 heures, t'es toujours dans la même map quelque part et que t'as toujours pas changé de J'ai pas changé de lieu encore. biome. Ouais. Parce que je dis, les lieux sont costauds. Tu vois, Ouais, les lieux sont costauds. Ouais. Dans un Getsu Fumaden, tu vas arriver, ta première map, tu vas la faire en 7 minutes, tu vas passer au deuxième monde. Ouais. Là, non, ça fait 2h30, 3 heures. Je suis toujours au premier donjon. Ah ouais. Après, j'ai pas fait le 1. Donc, généralement, ceux qui ont fait le 1, qui auront plus d'XP, ils vont réussir assez rapidement, je pense, à aller plus loin. Moi, c'était après, voilà, le temps de comprendre le système de jeu, le temps de m'habituer aux adversaires, le temps de comprendre ce que je fais, parce que dans les roguelites, c'est ça aussi, le temps de comprendre à quoi servent les ressources, le temps de comprendre comment les dépenser, le temps de comprendre ce que tu gardes entre les runs et ce que tu ne gardes pas entre les runs. T'as toute cette partie d'apprentissage. Après, dans les roguelites, généralement, c'est quand t'as compris le système de jeu que tu commences à t'amuser, que tu peux aller plus vite. Bien sûr. Alors, est-ce que tu peux quand même construire quelques builds avec ce système d'héritage, on va dire, de tes compétences, mort après mort. T'as quand même
de quoi... voilà, ici on voit, tu as le choix entre plusieurs objets, tu as quand même de quoi construire un personnage de plus en plus puissant au fur et à mesure que tu avances, non ? En fait, oui, comme je disais, tu as toujours deux types de ressources à différencier dans les roguelites. Tu as ce que tu gardes entre les runs et tu as ce que tu débloques pendant les runs. Donc là, généralement, il y a pas mal de trucs, ça va être débloqué pendant les runs. Et tu as certains trucs que tu vas débloquer entre les runs. C'est Donc chaud. voilà, ça va te permettre de choisir ton truc. Et là, tu vois, ça bouge partout. Tu as des ennemis à gauche, à droite, tu as des pièges à gauche, à droite. C'est quand même pas mal du tout. Donc oui, ton perso, tu vas débloquer des choses chez le forgeron. Ouais. Améliorer ta vie globale, améliorer la puissance de tes armes et autres. Et tu vas aussi débloquer certaines choses dans le château au début que j'ai mis, où tu pouvais dépenser l'or que tu gagnes pendant les donjons pour améliorer de manière définitive ton personnage sur certaines choses. Est-ce qu'à ton avis, c'est un jeu, une fois qu'il a été terminé, que tu as tué le boss de fin, voilà, tu es arrivé à la fin du roguelite, c'est terminé, tu retournes plus? Non, justement, le but des roguelites et des roguelites, c'est la rejouabilité. Donc en final, il n'y a quasiment aucun roguelite et roguelite où une fois que tu le termines, c'est fini. Généralement, c'est plutôt la première fois que tu le termines, le jeu commence. Ouais. Généralement, les roguelites et roguelites ont un peu cette mentalité-là. Donc quand tu le finis, tu as compris comment jouer, tu peux aller plus loin. Je ne suis pas encore, mais j'espère y arriver bientôt. Et après, tu rejoues, puisque là, tu sais jouer maintenant, tu prends plus de plaisir, tu testes différentes choses, tu as différentes armes, différentes façons de jouer. Donc ouais, la rejouabilité, elle va être bonne, je pense. Par rapport aux autres roguelites que tu as pu déjà tester ou jouer, je sais que tu joues quand même à pas mal de ce genre-là, notamment Hades actuellement. C'est mieux, moins bien Je sais que j'ai joué un peu très rapidement aux deux. Je suis étonné de voir que le feeling est quand même relativement, je vais dire, proche du 1, alors qu'on a changé le style graphique quand même pas mal du jeu. Donc les sprites sont en 3D et tout. Mais le feeling reste là. Le feeling reste là. Après, on va dire le roguelite, c'est plus c'est le sous-genre. Parce qu'en fait, t'as des roguelite platformers. Là, tout à l'heure, tu parlais d'Hades. Hades, c'est un dungeon crawler, tu vois. C'est-à-dire, Hades, ça va être un roguelite dungeon crawler. Shifu, ça va être un roguelite jeu de combat en arène, entre guillemets. T'as Getsu Fumaden, t'as Returnal. Tu vois, t'as plein de roguelites qui, au final, sont des types de jeux différents. Donc, c'est un peu dur de les comparer entre eux, surtout s'ils sont pas censés faire la même chose. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je me rapprochais plus de Getsu Fumaden, qui a ce côté platformer comme Rogue Legacy 2, pardon. C'est quand même pas mal. Maintenant, c'est plus, on va dire, tu vas te baser sur l'univers. Dans un Getsu Fumaden, tu es sur le folklore japonais. Ici, tu es un peu plus dans le folklore occidental, médiéval, à l'époque avec des chevaliers et autres. En vrai, ça reste cool. Ça va juste plus être une question d'attache, je pense, par rapport à l'univers. On voit aussi Shishayu, il me semble, qui est un gros expert de roguelite justement sur Twitch. Ça vous donne envie du coup autour de la table de tester ce Rogue Legacy j'ai déjà le Elden Ring à faire, laissez-moi tranquille. Oui, d'accord. Les jeux de souffrance, ça ira. Je me rappelle d'une... Pour toi, tu vois de la souffrance quand tu vois ça? Ouais, puis ça me rappelle des mauvaises sessions de gameplay. Ça fera rire sur Super Meat Boy où j'ai été honteusement affreux. Non, le jeu a l'air cool. J'adore la DA. Moi, je suis très fan de ce type de DA là. J'aime bien le principe de jeu. Juste, ça fait partie des jeux. Il y a trop de choses à faire. Est-ce que j'aurai le temps d'y jouer? Pas possible. Pas dans les médias. Bon, je sais pas si la durée de vie est aussi grande que Elden Ring, tout de même. Cerise, c'est ton genre ou pas? C'est pas mon genre, mais je commence de plus en plus à m'y intéresser. Et j'avoue qu'un Rogue Legacy, j'avais pas joué au 1, mais là, le Rogue Legacy 2, tu vois, rien qu'à le voir comme ça et présenté par Eza, moi, j'ai bien envie de me le tester. Alors, je sais pas, il est sur le Game Pass ou pas? Moi, je l'ai acheté sur Steam. Sur Steam? Donc, je crois pas. Il est pas sur le Game Pass? Il a combien sur Steam? 17 balles, je crois. 17 balles? Je crois 17 €. En vrai, tu vois, pour tester un peu et m'y faire à ce genre de jeu, un Rogue Legacy, moi, je pense que ce serait une bonne introduction. Il y a moins 20% pour l'instant. Voilà, moins 10%. Moins 20%. Sortie officielle après la fin de l'Early Access, donc c'est vraiment la 1.0. Et c'est ça aussi qu'il faut bien retenir, c'est que ces jeux sont aussi un peu des games à service. Et évoluent avec le temps, plus de zones, souvent plus de boss, plus de choses à faire. Mais cette 1.0, pour 17 €, c'est quand même c'est de l'argent bien investi. Mais que dispo sur Steam pour le moment? C'est vrai que j'ai pas regardé les autres supports parce que moi j'ai joué sur l'ordinateur du coup ce week-end. Il est sur Xbox. Xbox, très bien. Et je crois qu'il est pas encore sur PlayStation, non? Ah, c'est possible. Il y a Delugi qui dit peut-être attendre la version Switch. Moi en vrai. Il est pas encore sur PlayStation. Et ouais, Switch, c'est bien. Au final, la Switch, je trouve, elle fait bien ce travail en tant que console. C'est que les jeux 2D tournent bien sur Switch. Voilà. Il est sur Epic aussi, ouais. Et Gordon nous dit que sur le Steam Deck, le jeu marche très très bien et que c'est un régal. Steam Deck, Switch, je trouve que c'est des consoles qui se portent bien aux jeux 2D. Ça fait plaisir.
En conclusion, du coup, ce petit Rogue Legacy, tu le conseilles à qui? Tu vas le continuer? Tu vas perdurer sur le jeu? Moi, je vais continuer. Je vais revenir d'ailleurs sur ce que disait Nanix. Nanix, tout à l'heure, disait qu'il a Elden Ring à faire. Il a peut-être pas beaucoup de temps pour jouer à ça. Mais je trouve justement, ce qui est bien avec les roguelites 2D, du coup, un peu moins avec Rogue Legacy parce que la map est plus grande. Mais après, je suis encore au début, donc je m'habitue au gameplay. C'est que les games sont assez rapides. Ça va vite. Ça va être par exemple, moi, parfois le soir, je me pose, je me dis, vas-y, avant de dormir, je me fais un Getsu Fumaden entièrement, 35 minutes. Je me dis, vas-y, je me fais une run sur Hades, 16 minutes, 17 minutes. Tu vas dire que c'est pas des jeux où tu es obligé de jouer 5 heures, où tu vas te perdre dans une zone pour faire je ne sais quoi. Une fois que tu as compris un peu comment ton jeu fonctionne, je trouve que c'est le genre de jeu qui peut justement bien se consommer en pause ou avant d'aller dodo, ou quand tu as vraiment un petit crochet gaming à faire. Tellement d'accord. C'est vraiment pour moi l'avantage des roguelites de Bien vendu. Tellement d'accord. Bah écoute, on attendra parce que pour le moment, que sur PC et sur Xbox, les prochaines versions arriveront probablement plus tard. Voilà, Rogue Legacy 2 d'ores et déjà disponible et en promo sur Steam à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Reza. On va passer au reste de l'actu en bref avec Nanix. C'est parti. Nanix, aujourd'hui, l'actualité est marquée par toute ce week-end quand même d'actu, puisque évidemment, ce week-end, on s'est bien reposé. Il y avait fait du travail. Voilà. T'as acheté ton petit brin de muguet, je suppose. Pas du tout. Ah bon? Non, je suis prise de crise de migraine en ce moment, donc depuis une semaine non-stop. Mais non. Au réveil, j'ai un barre au crâne, je suis là en train de comater. J'ai pas foutu grand-chose hier, voilà, pour tout dire. Écoute, le repos c'est important aussi. Exactement. Nanix, tu vas nous parler de la série The Last of Us qui va refaire un peu tout parler d'elle, c'est ça? Ouais, bah déjà on a entendu parler ces derniers mois, puisqu'on sait que la série était attendue pour la fin de cette année sur HBO Max. Ça arrivera plutôt début d'année prochaine, donc printemps 2023. On rappelle évidemment Pedro Pascal dans le rôle de Joël. Bien et sûr. Si j'ai le nom de l'actrice qui me revient tout de suite, Bella Ramsey, qui jouera donc le rôle d'Ellie. C'est elle qui nous intéressait, parce qu'il y avait déjà des images, des photos qui avaient fuité du tournage. Alors il faut savoir que ça se tourne au Canada, à Calgary, qu'il y a des passants comme ça qui s'amusent à prendre des photos, etc., qui passent à côté des studios et qui prennent des petites photos et qui les balancent sur Instagram, sur Twitter, même sur Reddit. Et donc là, on a cette scène vidéo. Mais c'est un truc de ouf. On voit Ellie passer par une sorte de petit tunnel, ressortir de l'autre côté et aller ouvrir la porte, évidemment, à Joël. Là, la petite image TikTok, évidemment, qui nous rappelle la scène du jeu tirée de cette scène, sur laquelle, cette scène d'action live action va être tirée. Et en fait, on peut peut-être la rejouer une deuxième fois rapidement. On se rend compte que c'est hyper fidèle. L'adaptation du jeu. Hyper fidèle au jeu. Alors, il avait dit, les équipes, évidemment, de Naughty Dog qui sont présentes sur le tournage, évidemment, et qui vont influencer la tournure de cette série, l'ont dit. La série prendra quand même, d'une manière plus ou moins habile, fera beaucoup de références à l'univers du jeu vidéo. On n'est pas dans Halo, où on nous fout un écran HUD, où on nous montre évidemment la barre de vie du Master Chief, le nombre de balles qui lui reste et la grenade, que je trouvais ça beaucoup moins subtil. Là, vraiment, c'est une petite scène, mais qui va forcément faire écho un petit peu aux amoureux de la licence, notamment du premier épisode, puisque la série se basera uniquement sur le premier épisode, en éclaircissant certaines zones d'ombre. T'as l'air convaincu, Ken? Oui et non. C'est ce que j'ai souvent dit ici, c'est quitte à refaire le jeu en série. Pourquoi? Je veux dire, autant faire le jeu. Je sais pas ce que vous en pensez ici. Attends de voir le scénario global. Mais là, franchement, ça a l'air d'être... Mais ils vont reprendre même les mêmes scènes et il y a des boucles de gameplay dans la série. Ça se trouve, il y aura les QTE, bordel. C'est chaud. Peut-être même qu'Ellie, elle se mettra devant Joël, comme il y a les claqueurs qui arrivent, et puis de dernier moment, elle se mettra derrière toi pour ne pas te faire cramer, etc. Je sais pas, Reza, je sais pas ce que tu t'en penses. Toi, mais... Si on est plus dans le clin d'œil, je trouve que c'est vraiment stylé. Moi, j'adore les clins d'œil. C'est un clin d'œil, là. Voilà. Exactement. Je veux dire, mais si on n'est pas sur toute l'histoire du 1, tu vois ce que tu as dit, justement, ils vont refaire l'histoire du 1. Ceux qui ont déjà fait le 1, ils vont se faire chier s'ils refont l'histoire du 1 en série. Maintenant, si c'est plus l'histoire du 1 à un quart et les 3 autres quarts, c'est spin-off ou des éléments complémentaires, et justement, ce genre de scène, c'est plus des clins d'œil à ceux qui ont kiffé le jeu, ça reste totalement stylé, quoi. Écoute, on verra. Je vais pas rajouter grand chose. Je suis d'accord avec Reza. Le clin d'œil fait toujours plaisir, mais faut pas que ce soit uniquement ça, sinon c'est perdu d'avance.
J'en demande s'il y aura les bugs avec. Exagérez pas. S'il y a des. Comment on appelle ça là des, Si Joël il rentre dans le décor un peu. Non, les bugs au cinéma, ça a un nom. Les faux raccords. Voilà, merci. C'est les faux raccords. Ah bah tiens. C'est les faux raccords, ce sera déjà. Compagnie de pas Michel mal. et Michel. Xbox et Marvel, la collab. Oui, on parlait de clin d'œil justement. Vous savez que Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness sort mercredi 4 mai. Réservez vos places. Je vais peut-être aller au cinéma. Ça sort déjà mercredi. Ouais. Je vais peut-être aller au cinéma. Samedi, je pense. Je sais pas. Il va se passer beaucoup de choses cette semaine. Des jours strange demain et En plus, c'est les vacances scolaires. Exactement. Oh, Ça va être là. Ouais. Fais gaffe au jour que tu choisiras. La semaine prochaine. Vas-y dimanche. Soit dimanche. Parce que c'est veille de retour à l'école. Voilà. Merci Polo. Dimanche matin, exactement. Il faut y aller dimanche matin. Séance de 11h. Il y a une instru. Voilà. C'est moins cher. Il y a que une Polo. Bref, si je parle de clin d'œil, c'est qu'on le sait, évidemment, Xbox aime bien surfer sur les tendances. Et du coup, on continue avec une gamme Xbox Series X et des manettes qui vont bien avec, vous allez voir ça en image, autour de l'univers de Doctor Strange 2. Alors la console qui est totalement revisitée aux couleurs... Qu'est-ce que ça dit, Polo ? Non, il a rien dit. Il a rien dit. Revisité aux couleurs de Gargantos, un méchant que l'on voit notamment dans le trailer sur lequel Doctor Strange l'affronte. Et ensuite, les manettes qui reprennent les 4 personnages dits principaux, parce qu'il y aura énormément de caméos dans ce film, dits principaux dans cette suite du premier Doctor Strange, à savoir Doctor Strange lui-même, Wanda Maximoff, donc héroïne de la série America Chavez, tout à fait le méchant. Et on aura également Wong, qui est, rappelez-vous, le sorcier suprême depuis le blip et depuis que Doctor Strange a évidemment disparu à cause de ce blip. Lorsqu'il est revenu, le sorcier suprême désormais, c'est Wong. Voilà. Et moi, rien que pour la Xbox, c'est quoi ? C'est une Series S avec Shumagorat dessus. Je dis X, autant pour moi. C'est vendu. Sauf si c'est un vieux sticker dégueulasse sur la console. Autre chose, elle n'est pas à vendre. Ah bon ? Non, faut la gagner via Twitter. C'est que les États-Unis. C'est un concours. Non, mon ami, parce que du coup, pour pouvoir jouer, il faut avoir 18 ans, c'est bon. Résider dans un pays pris en charge par les consoles Xbox, donc la France en fait partie. Et tout simplement retweeter la publication, donc le tweet qui est sur le compte Xbox. Vous retweetez tout simplement ce tweet-là, vous pouvez avoir une petite chance de gagner cette console que moi je trouve très jolie, n'est-ce pas, Polo ? Très bien, oui. Dégueulasse, c'est absolument immonde. S'il vous plaît, RT plus follow, bien entendu. Le follow Nanix95 sur Twitter. Pas nécessaire. Et RT plus follow NX95, vous verrez peut-être le droit de pas gagner. Let's go. Cinéma encore des grosses suites pour le film Super Mario. Ouais, alors la première fuite, elle était de Monsieur Miyamoto lui-même et elle était officielle. Ouais. Comme quoi le film serait reporté au printemps 2023. Il faut savoir que c'est le studio Illumination qui est derrière l'adaptation de Super Mario en film d'animation avec Chris Pratt évidemment dans la voix du personnage titre, Mario. Et on a eu des petites news de la part du journaliste aka Insider aka fouineur Jeff Grubb qui n'hésite jamais à faire des petits podcasts sur lesquels il donne des infos. Dans son dernier podcast, il avait des infos, Jeff Grubb notamment, sur le film. Je vais vous les donner. Tout d'abord, première info, a priori, on aurait des pans du film qui feraient penser à une sorte de comédie musicale. Il y aurait des parties chantées, il y aurait des chansons comme The Lego Movie 2. Notamment, je sais pas si ça vous hype le côté chanson. Tout est super génial. Vive les champignons, par exemple. What the fuck. Le royaume fleur. Tu sais, pour l'étoile. Vive les champignons, là. Le potentiel de même. Des chansons dans le film Mario. Mais je vois à peu près. Si c'est comme le Lego, je vois à peu près comment ça s'intègre. Tu vois, mais je n'ai pas envie. C'est en mode on est super content, donc tu sors en chantant et en sifflotant dans la rue. Ça fait une scène. Exactement. Je sais pas. Ça tremblote, mais autre chose ? Oui, autre chose. Évidemment, on retrouvera les tenues de plombier pour Mario et Luigi, mais ils porteront peut-être des tenues plus civiles également, plus discrètes, des autres tenues. Est-ce qu'elles seront rouges et vertes ? Je ne peux pas vous le dire, mais a priori, rumeur, leak selon Jeff Grubb de tenues plus civiles. Et enfin, pour finir, en termes de DA et d'ambiance, on collerait plus à l'univers, même peut-être au dessin, à voir, là-dessus Jeff Grubb n'a pas été très précis, à l'univers de Hôtel Transylvanie pour cette adaptation de Super Mario, le film en film d'animation. Voilà.
Alors, ouais, il va vraiment falloir voir de quoi il retourne, parce que Hôtel Transylvanie, il me semble que ce sont des designs très, Infernal, Polo. Vous voyez pas ce qu'il écrit, mais c'est caricaturaux, non? Est-ce qu'on peut jouer des images de Tel Transylvanie, peut-être, pour que les gens puissent avoir un avis, évidemment, en termes de DA. Alors, est-ce que c'est de la DA ou est-ce que ce sera l'ambiance ou est-ce que ce seront les deux à ce stade, je peux pas vous dire. Et voilà, en gros, il expliquait qu'il y aurait des vibes de Tel Transylvanie dans cette adaptation en film d'animation de Super Mario, le film. Voilà, on voit un petit peu derrière nous sur les écrans des images de Tel Transylvanie. Ouais, ça va. Ouais, Polo, ouais. Ouais, c'est pas si on a laissé un gros blanc pendant que tu faisais tout ça. D'accord, ok. Merci pour tout. On est des frères, voilà. Non, mais après, le studio Illumination, visuellement, c'est très réussi. Je vous rappelle qu'on a déjà le premier design de Mario, puisque on le voit à moitié de dos sur l'affiche du film Super Mario. Ouais. Et quand tu vois le Mario de l'affiche du film, franchement, c'est Mario, quoi. Il n'y a pas de problème. Il a son costume de Mario et son truc. Maintenant, il peut y avoir peut-être un peu plus de détails, en effet, dans le film. À suivre. En tout cas, premières infos de la part de Jeff Grubb, évidemment, qu'on gardera au conditionnel. Il y en aura d'autres, évidemment, pour un film qui est attendu. Donc, au printemps 2023, si il n'y a pas d'autre report. Pas de report. D'ici là, évidemment. Ça devrait aller. Merci de nous mettre ces images dans la tête, bien entendu. Il faut jamais voir ce film, vraiment, c'est important. On va se mettre d'autres images dans la tête, peut-être les premières images de Forza 8. Un jeu qui va parler à un homme ici, et d'ailleurs on voit sa tête, l'homme est très pressé. Il aurait aimé que Forza Horizon 5 soit évidemment le GOTY de l'année dernière, ce n'est pas possible. Tant pis pour toi Reza, il faut passer à autre chose. Des images de Forza Motorsport 8 qui ne s'appellera pas 8 d'ailleurs, ça s'appelle juste Forza. C'est reboot, ouais. Voilà, un reboot, ça s'appellera juste Forza Motorsport. Alors, en gros, il y a, donc on sait le studio Turn 10 qui bosse à fond sur ce jeu, et il y a des petites images qui ont leaké sur Reddit et qui ont rapidement été validées, donc authentifiées, certifiées comme étant réelles et vraiment tirées du jeu. Deux images que je vous ai mis dans les assets. La première, on voit ces petites salles d'exposition, on voit notamment 3 caisses prête à démarrer. Ensuite, une autre image qui fera plaisir aux fans, où on voit le pilote sorti de sa voiture, donc on verra le pilote se déplacer, et a priori, retour des stands dans le jeu. Voilà, les stands, retour aux stands et les stands qui étaient réclamés notamment par les fans. Mais j'avoue, il y avait ça dans les premiers Forza, non ? Exactement, retour évidemment des stands dans l'univers de Motorsport, mais surtout, image identifiée, mais image qui viendrait de la technologie ancienne, en tout cas, qui seraient des images d'un jeu qui tournerait sur Xbox One, alors que le jeu est censé sortir sur Xbox Series S et X et PC. Du coup, interrogation, est-ce que l'annonce qui avait été faite préalablement pour Forza Motorsport aurait eu un update ? Est-ce que le jeu finalement ne serait pas next-gen, current-gen, donc cross-gen, ou est-ce que ce serait juste des images de playtest qui seraient faites sur une version antérieure, juste pour anticiper peut-être certaines zones d'artwork et de technologie, pour ensuite travailler sur des graphismes un peu plus hauts. Ça peut être des playtests juste faits sur la version inférieure, ou alors peut-être une annonce à venir pour Motorsport. On rappelle qu'il y a une version PC aussi de prévue, donc de toute façon il faut pouvoir scaler un peu le niveau pour à peu près tous les ordinateurs. À ton avis, Reza, déjà par rapport au retour des stands dans Forza, et par rapport, on va dire, à la possibilité de l'avoir sur Xbox One, précédente génération. Tu crois pas du tout? Après, de toute façon, avec Horizon 5, ils nous ont montré que pouvoir jouer au jeu sur les deux supports, c'était pas grave, qu'ils pouvaient quand même faire un très beau jeu. Oui. Le jeu tourne très bien sur les deux consoles. Si t'as un PC du tonnerre, le jeu est encore plus beau et encore plus fluide, donc il y a ça. Personnellement, ça me dérange pas. Sur la première image, on voit bien que c'est le nouveau Forza, parce qu'on reconnaît le hangar avec les voitures qui sont posées dedans. Pour les stands, je sais pas, ça peut possiblement aussi être un ancien asset, ou quelque chose qui tourne sur une ancienne version. Du coup, maintenant pour le cross-gen, il faudra voir si le jeu sort cette année ou l'année prochaine ou encore dans un futur. Si le jeu sort en mi-2023, je trouve que c'est dommage. Ça te dérange pas s'il est sur les deux supports de console? Ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce qu'au final, je sais que l'optimisation sera bonne et je sais que je vais jouer sûrement sur PC, ou sur Series, mais en tous les cas sur PC, il sera magnifique. J'en rappelle qu'il doit tourner sur Series S de toute façon, qui reste une console, bien que nouvelle génération, moins puissante, très largement, que la Series X. Pas de date de sortie Pas de date de sortie pour l'instant, pas de date. Bizarre. Mais ça peut... C'est tout typiquement le type d'info qui peut tomber pendant la conférence Xbox. J'espère tellement qu'ils montreront le jeu à la conf Xbox. J'espère
tellement. On continue. Oui, avec des nouvelles de la part de Nintendo, un petit rapport qui nous vient du média asiatique Nikkei. Je pense qu'elle se prononce comme ça. Oui, Nikkei, tout à fait. Nintendo s'attend à vendre pour l'année 2022 20 millions d'unités de Switch, soit 10% de moins prévu, que l'année dernière. Oui. Et sachant qu'en 2021, ils avaient vendu pour 23 millions d'unités, ce qui était déjà 20% de moins que l'année précédente, l'année 2020. Rappelez-vous, l'année 2020, quasiment 29 millions de consoles vendues à travers le monde en 2020. Pourquoi ? Confinement plus Animal Crossing, qui avait été clairement le jeu du confinement. Explication de la part de Nintendo, eh bien, tout simplement, déjà d'une part, pas d'Animal Crossing cette année à se mettre sous la dent, forcément, ça peut expliquer encore le 10% de baisse de vente. Et puis, surtout, il y a les fameuses puces semi-conductrices, toujours avec cette... C'est dur de produire. C'est dû au produit, donc déjà la pénurie qui touche, et puis le conflit actuel géopolitique, la guerre en Ukraine, qui a des répercussions également sur les bateaux, les livraisons, etc., le transport de certaines matières premières. Forcément, c'est du côté de Nintendo, c'est les trois raisons. Covid, la guerre, et puis de base, les pénuries de puces semi-conductrices qui posent des problèmes au niveau des ventes, donc du réapprovisionnement de produits. Très bien. Bon, alors on verra en tout cas si ces problèmes réussissent à être soldés. C'est souvent ceux qui commandent le plus et qui sont dans les petits papiers qui sont privilégiés sur les demandes de matières premières et notamment de semi-conducteurs. Je sais que c'est difficile pour vous, même encore aujourd'hui, d'obtenir une console de nouvelle génération. C'est assez ouf. De se dire que 2 ans après, la Series, c'est dur. La Series X, c'est dur de l'avoir. Mais les S, par contre, on a. Les S, oui. Les S, t'en fous. C'est un produit qui intéresse moins de base, mais ça reste quand même difficile. On enchaîne avec Animal Crossing. Ouais, Animal Crossing va rester dans l'univers de Nintendo. Alors on le sait, Régis Fils-Aimé aime bien s'exprimer, donner son avis sur l'univers et l'actualité du jeu vidéo. Récemment, il est intervenu lors d'un panel et parlait blockchain et NFT, tout ce que Suri adore, n'est-ce pas et tout le monde en parle. Ouais, lui, il travaille chez GameStop. Donc il est à fond, Régis Fils-Aimé, et il expliquait que pour lui, il y croit, la blockchain et NFT en jeu vidéo. Il y croit à condition qu'on se base du côté du joueur et pas forcément du côté de l'éditeur. En gros, ne pas chercher à faire de l'argent avec les joueurs, mais que les joueurs y gagnent et que dans tout ça, éventuellement, on puisse supputer les histoires de taxes sur la revente des produits. Et le meilleur exemple, et là, ça m'a parlé bizarrement, il parlait d'Animal Crossing en disant, voilà, je fais mon île, je fais un univers de fou, j'en ai marre, plutôt que la délette, je la revends peut-être à un joueur qui vient d'arriver sur Animal Crossing, qui ne connaît pas ou qui veut acquérir quelque chose de stylé, je peux lui revendre mon île, c'est mon île à moi, c'est ma propriété, je lui revends au prix que j'aurais fixé, et on peut très bien inclure un système de NFT, donc intégrer cette vente à la blockchain dedans. Donc c'est l'exemple qu'il donne pour Animal Crossing, et voilà, je le répète encore une fois, pour lui, il faut vraiment que ce soit basé du côté du joueur et pas du côté de l'éditeur. Reza. Pour le coup, une idée comme ça, moi je trouve que c'est pas débile. Ouais. Je trouve que c'est pas débile, parce qu'au final, tu revends tes heures de travail. C'est exactement ça. Tu sais que ça peut s'appliquer à tout. Oui, c'est-à-dire que tu joues. Ok, donc tu joues, c'est un jeu vidéo. Mais si tu as mis, je sais pas, 100 heures pour faire ta map, toi, tu as de l'oseille, tu prends le jeu, tu dis, ok, je suis pas fort, je suis pas un bon créatif, je vais pas faire une map de fou. Je peux acheter la map de Reza, il a mis 100 heures à la faire. Donc il te vend l'équivalent de ces 100 heures de travail, vous trouvez un arrangement sur le prix. Ça fait au final comme si tu as acheté un DLC d'une map. Donc t'as pas trop le côté malsain de full spéculation si on part à je ne sais combien. Mais derrière, il va falloir voir la moralité des gens qui vont le faire, bien évidemment. Mais sur le papier, comme ça, c'est pas une mauvaise idée. Ce qu'il dit, faudra voir la forme après. Ce qu'il dit, j'ai peut-être investi 50 heures dans un jeu, 100 heures dans un jeu, où il y a des jeux où j'ai investi 300 heures, mais quand je suis prêt à passer à autre chose, est-ce que ce serait pas formidable, finalement, de monétiser ce que j'ai construit? Et honnêtement, je suis pas joueur d'Animal Crossing, mais je me dis, un jour où je décide de me mettre sur le jeu, je fais une île archi stylée, puis j'en ai marre, je me dis, je peux la vendre, et je vais faire le bonheur de quelqu'un qui serait dans le même univers que moi. Je vous rappelle qu'à la base, il s'agit de ça. Voilà pourquoi tout le monde, que ce soit Square, Namco Bandai, Sega, aujourd'hui PlayStation, Xbox ou encore là, Nintendo, parle justement de cette technologie. C'est à la fin pour valoriser tout ce que vous faites à l'intérieur du jeu vidéo, que ce ne soit pas simplement que du temps de divertissement pur et dur. Et il y a certains joueurs, franchement,
leur talent, que ce soit leur talent créatif sur des jeux très créatifs ou leur talent en termes de progression, ont une valeur de ouf. T'imagines une sauvegarde de Rogue Legacy 2 où le mec il a déjà quasiment tout débloqué dedans. Le jeu différent que ça te proposerait immédiatement si tu pouvais acheter. Moi, je suis moins fan une de ça. Une reprise de compte sur World of Warcraft de quelqu'un qui a déjà tellement de choses, tellement créé de trucs à l'intérieur. Oui, ça se fait déjà. Sans la blockchain. Sans la blockchain. Mais les comptes des MMORPG, les comptes de League of Legends, ça fait des années que ça se vend. Tu peux même filer ton compte à un mec, il te PL et tu le payes. Il y a des gens qui font ça depuis des années. Je suis un peu moins chaud sur le côté roguelite, comme disait Nanix, mais moi, le côté Animal Crossing avec une map, moi, ça me parle de fou. Parce que tu crées un univers. C'est ça. Rapidement, Suri, avant la dernière news. Ouais, moi je suis désolé, ça me paraît pas sain, quoi. Animal Crossing, le but c'est que tu apprennes à construire ton île, à faire les différents prêts de Tom Nook, etc. À chaque fois, là, dans cette idée-là, dans ce qui a été cité, c'est toujours d'avoir peut-être un accès à plus loin avec tout le contenu débloqué, etc. Mais le jeu vidéo à la base même, c'est pas ça, tu vois. C'est pas de jouer au jeu pour essayer de revendre 300 heures de trucs derrière. T'as fait 300 heures, mais c'était juste pour le plaisir, etc. C'est une possibilité, pas une ça obligation. Pas être monétisé comme ça, mais oui, mais disons que là, sur le papier, c'est bien, tu vois, mais il y a le nombre de dérives qui peuvent arriver derrière, les NFT, ensuite, comment ils vont être cadrés, comment ils vont être encadrés, parce que oui, se passer du côté des joueurs, mais on parle d'argent, donc côté aussi, si Nintendo, par exemple, décide d'en mettre, bon, forcément, il va y avoir aussi une histoire de gros sous qui va se mettre dedans. Et moi, je trouve que c'est un peu tuer le jeu vidéo en lui-même. Actuellement, on demande aux gens de payer des packs et des DLC pour rien comme valeur ajoutée. Donc bon, peut-être peut y avoir du mieux. Peut-être que c'est aujourd'hui la meilleure solution. Dernière news. Et l'Happy Birthday 3 Happy Birthday Games. Allez, rapidement. Il y a 20 ans, sortait sur GameCube le premier Resident Evil. Image. Le premier Resident Evil sur GameCube. Ah oui, attends, mais du coup, Celui-ci. Non, ouais, c'est ça. C'est le premier remake finalement voilà. de Resident Evil. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est vraiment un grand jeu, un grand remake, parmi les gros remakes de la saga, qui ensuite a donné les versions HD et les versions qu'on connaît aujourd'hui. Moi, j'ai peur. Donc, t'as peur aussi, Reza, Resident Evil ? Un peu. Bah, quand j'étais petit, ouais. Ouais. Quand j'étais petit, j'avais peur. Moi, j'ai pas fait ça. Je savais qu'il y avait tous les Resident Evil sur GameCube, mais je voulais pas y toucher. Sur Play 1, moi. T'as joué à Resident Evil ou pas ? J'ai pas touché à un seul Resident Evil de ma vie. Ouais, je comprends. J'arrive à me caguer sur Village. Incroyable. Ah ouais ? Ouais, c'est chaud. Dur. C'est peut-être pas le plus effrayant. Je peux prendre le suivant ? Vas-y, si tu veux. C'est mon jeu de voiture arcade préféré. Mais non. Vas-y, annonce-le. Oh. Il y a 19 ans, vas-y, annonce-le. Il y a 19 ans. Moi, je l'ai fait sur première Xbox, du coup. Sortait Midnight Club 2. Oh ! Voilà, Midnight Club 2. L'héritier. Sur PlayStation 2. On a un peu de temps. Il y a eu la version Play 2, il y avait une version Xbox, donc je sais pas si elles ont la même date. Rockstar. Je pense oui. Moi, j'avais la version Play 2. Cette magnifique intro où t'as les muscle cars, t'as la moto, t'as tout ce qui va avec. Pour rappeler rapidement, c'était Rockstar Games qui a fait le jeu, ce jeu magnifique qui était largement en avance sur son temps. Pour moi, le meilleur jeu de voiture arcade de son époque, et je les ai tous faits, les jeux de voiture arcade des années 2000. Je vous dis, c'était mes bébés. On retrouve le jeu, je trouve qu'il était vachement en avance parce qu'on avait 3 villes dans le jeu. Tu commences le jeu à Los Angeles, tu finis tous tes ennemis à Los Angeles, tu vas à Paris, tu finis tout Paris, tu vas à Tokyo. Donc t'étais dans la ville en monde ouvert. À Paris, t'avais la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Marais, les quais, le périphérique. T'avais vraiment tous les trucs. Pour un jeu qui date de cette époque, je trouve que le jeu était vraiment largement en avance. Je trouve qu'il était très sous-estimé parce qu'à cette époque, t'as vu aussi Need for Speed qui était sorti Underground et beaucoup de gens n'ont joué Underground et après ils sont passés à autre chose. Mais Midnight Club, je trouve que c'était extraordinaire. Rockstar Games était vraiment fort. Malheureusement, après, à force de rajouter aussi pas mal de courses de voitures et de modes dans GTA 4 et autres, ils se sont un peu séparés de Midnight Club et ont fait merger Midnight Club dans GTA au final. Tu penses est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que Grand Theft Auto a un aussi beau gameplay voiture que Midnight Club à l'époque ? Non, parce que moi, après, jusqu'au 3, ça allait. À partir de Midnight Club Los Angeles, qui est clairement un GTA, j'aimais plus trop le gameplay du jeu. Après, ça reste des jeux de voiture arcade, mais j'aimais plus trop le gameplay du jeu ni la direction que ça prenait. Et c'était absorbé par GTA. Dernier anniversaire. Il y a 17 ans, tu étais là, Ken, j'étais obligé de parler de cette licence. Vrai. Il y a 17 ans, sortait sur Game Boy Advance Pokémon Emerald.
Que je n'ai pas fait. Que j'ai pas fait non plus. Voilà. Que j'ai pas fait non plus. Mais tu es heureux de le savoir, du coup. Je suis heureux de le savoir. Ouais, j'avais 20 ans. Et qui dit 20 ans, dit les études, dit plus de Pokémon. Voilà, privé de Pokémon, les études. Aïe. Terrible, hein. J'ai fait le saut entre la 2e génération et je me suis retrouvé téléporté en 4e génération avec les remakes de la 2e génération d'ailleurs, ce qui veut rien dire, mais qui est bien là. Magnifique Pokémon Emerald sur GBA. Merci beaucoup, mon bon Nanix. On va passer aux sorties de la semaine, bien entendu, avec Suri. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent cette semaine sur comme sortie sur tous les supports? On va commencer par, celui qui fait parler de lui depuis très longtemps maintenant. Bah oui, forcément, tu vois, et qui avait été même présenté dans un launch play et qui m'avait déjà bien donné envie d'y jouer à l'époque, de l'acheter. Je pense que je vais le faire. Trek to Yomi qui forcément arrive ce jeudi 5 mai sur toutes les bonnes plateformes comme d'habitude, ou également dans le Game Pass Day One. Ça va faire très plaisir. Et donc forcément, c'est un jeu en scrolling horizontal dans l'univers des samouraïs, entièrement en noir et blanc, et qui en plus de ça va avoir un côté cinématique très, très important, cinéma quelque part, avec forcément les références des grands classiques des films de samouraïs. On va avoir le jeune Hiroki, dont le maître vient de mourir. Il a promis de protéger la ville et ses habitants contre toutes les menaces. Il va donc être amené à se combattre contre, on le voit ici, des créatures surnaturelles, mais aussi des humains en chair et en os. Bon là, on le voit justement à ce moment-là. Et pour le coup, ça fait plaisir de voir un jeu comme ça qui, on le rappelle, c'est les grosses sorties, mais c'est un jeu qui est à la base indé. On a Léonard Menchiari qui est derrière ça, qui est accompagné de Flying Wild Hog et Devolver Digital à l'édition. Et au total, on aura pas mal de choses à faire dans ce bon petit jeu qui s'annonce assez intéressant. Ouais, j'avoue, très hâte de le faire. Disponible d'ailleurs sur le Game Pass dès la sortie. Un jeu que j'ai envie de streamer avec le son, à chaque coup. Ouais, de ouf. On verra. Peut-être se trouve, le jeu est chiant à crever, on n'en sait rien. T'avais fait la démo, Reza. On verra si ça sera bon. Hein. Ensuite, on a quoi? On enchaîne avec Halo Infinite qui va enfin sortir sa fameuse saison 2, Lone Wolves. Ça a été dur, mais maintenant 343 Industries y arrive. On va avoir ça à partir de demain. C'est une nouvelle saison d'Halo Infinite. Alors, c'est à noter parce que forcément, il y a aussi des petites informations intéressantes. Alors, pour cette saison 2, on a de la nouveauté en termes de mode de jeu avec le mode King of the Hill, le roi de la colline, également le Land Grab qui va être au programme et le Last Spartan Standing qui va rappeler un petit peu cette idée des Battle Royale. Un petit Battle Royale comme ça, il y a des petites idées, des petites vibes qui sont en train d'arriver du côté d'Halo Infinite. On a aussi des cartes qui vont arriver, Catalyst et Breaker pour le mode Arena et le Big Team Battle. Un nouveau Battle Pass de 100 paliers classique et les événements récurrents Fracture mais sous le nom Entrenched qui vont commencer le 24 mai. Et surtout, petit bonus, à l'occasion de cette saison 2, 343 Industries nous a annoncé à peu près les fourchettes de sortie pour les modes coop de la campagne. Balance. Alors la campagne coop arriverait vers la fin août. Ok. Et le mode Forge arriverait vers septembre. Mais il parle d'une phase de bêta. Alors est-ce que c'est une bêta à partir de septembre ou une bêta avant septembre ? J'ai pas eu l'information. Mais il va y avoir 2 ans de mise à jour sur ce jeu pour que le jeu il sorte enfin en état fini. Hein. C'est dur. Ah, c'est pour ça. Hein. Ils ont douillé énormément à sortir cette saison 2. Et là, forcément, le mode Forge et la campagne coop. Campagne coop, de base, ça aurait dû sortir Day One, tu vois. Mais bon, écoute, c'est des difficultés. Il y a encore des gens qui jouent à Halo Infinite ici? Non. Dans votre entourage? Il y a plein de gens qui en jouent pas. Braslox, évidemment. Halo Finito dans le chat. Finito, c'est parti. Warhammer, on part chez Sega ce coup-ci. Oui, tout à fait. Warhammer 40 000 Chaos Gate, eh bien, c'est la suite du Chaos Gate de 1998, le Demon Hunters, qui arrive ce jeudi. Et franchement, il a l'air intéressant pour le coup. On va être sur un RPG au tour par tour, bien sûr, dans l'univers des Warhammer 40K, mais on va surtout mener l'arme la plus redoutable de l'humanité, les Chevaliers Gris, contre les forces du chaos. On va avoir tout un complot galactique qu'il va falloir déjouer parce qu'il y a une volonté de contaminer de nombreuses planètes avec l'éclosion, un fléau cosmique capable de réduire des mondes à néant. C'est une histoire qui est écrite par le célèbre auteur de Black Library, Aaron Dembski Bowden. Donc on est sur des personnes qui connaissent bien cet univers forcément. En termes de mécanique,
mécanique, la classique, base d'opération avec des améliorations, des recherches de mystères arcaniques, donc de technologie globalement, la construction de nouveaux bâtiments et aussi la direction de notre légion personnalisée de chevaliers gris. On a de belles animations quand même sur certains moments et c'est développé par Complex Games, édité par Frontier Foundry. C'est un produit sous licence officielle, donc c'est toujours important de le noter pour les Warhammer 40 000. Et surtout, petit bonus, on a Andy Serkis qui fait la voix du grand maître Vardankai. Écoute, franchement, si t'es fan de Warhammer, les jeux Warhammer, il paraît que c'est quand même un sacré kiff. Ouais, c'est vraiment un sacré kiff. Très propre également cette semaine. Oui, pour les petites également. Bon, on va surtout partir du côté de l'indé. Oui, j'ai oublié de le supprimer du runner, mais on va avoir. Ah d'accord, aucun problème, c'est parfait. Voilà, j'ai oublié. On commence par Loot River. C'est ça, Loot River qui va arriver sur PC et dans le Game Pass également. C'est un dungeon crawler roguelike, donc un petit peu pour faire écho à Reza. C'est du studio slovaque Straka avec ce fameux Loot River. Le masque de la peste. C'est ça, exactement. On se plonge dans une atmosphère de fantasy noire où ça va combiner des combats assez intenses et une mécanique de bloc mobile. Tout ça dans des labyrinthes qui sont générés de manière procédurale. On est armé du pouvoir de la relique et on doit venir à bout de différents puzzles de blocs mis sur notre route. Et pour le coup, c'est intéressant de savoir que l'équipe qui était derrière Superhot a mis en place un programme d'aide pour les studios indés et eux en ont bénéficié. Ils ont donc le soutien de cette équipe qui a fait Superhot pour gérer la distribution du jeu. Oh punaise, le côté roguelite, mais en plus il y a des puzzle games avec des blocs, mais en plus ça a l'air d'être horde d'ennemis type hack and slash, plus la nervosité, ouais, c'est... on n'est pas prêt, je m'attendais pas à voir un jeu comme ça débarquer. Écoute, ça a l'air d'une fluidité incroyable, Ouais. Absolument fluide. C'est propre, ça régale. Ça sort cette semaine, c'est ça ? Ça arrive dès demain. Dès demain, parfait. On va parler de Citizen Sleeper. Ah oui, Citizen Sleeper que j'ai déjà linké à ma copine pour le faire parce que il y a des mécaniques assez intéressantes. C'est sur PC et ça sera sur le Game Pass aussi, mais on part du côté de l'espace et du futur pour entrer dans les ruines d'un capitalisme cosmique. Non, on ne parle pas du Christ cosmique, mais on est bien dans un RPG narratif qui est développé par l'équipe qui a fait In Over Waters en 2020. C'est Jump Over the Age et ça nous propose ici d'entrer dans la peau d'un dormeur, une conscience humaine numérisée dans un corps artificiel. Ce corps artificiel ne nous appartient pas. Okay. Il est la propriété de Essen Harp, une corporation gigantesque qui va essayer tant bien que mal de venir nous récupérer comme ils le peuvent. C'est pas possible. Voilà, et on part donc au fin fond de la galaxie dans un système en crise et dans la station assez particulière d'Erlinstein. Et on devra survivre tout en découvrant la vie locale, en se faisant des amis, en les aidant et éventuellement aussi en survivant, en faisant des petits boulots. Le plus du jeu, c'est l'inspiration des jeux de rôle, puisqu'on va utiliser des dés, des cadrans et des envies pour créer sa propre expérience. Okay. Vous avez vraiment à aller voir tout ça. Moi, en tout cas, je vais aller regarder déjà si c'est en coop, parce que j'ai pas eu le détail, mais comme ça, je me le mettrai de côté. Ah ouais, j'avoue, ça a l'air fibre tigre approuvé, ce petit jeu. Joli, je sais pas si t'as le nom du chara designer qui a fait ici les artworks, mais si tu sais pas, c'est pas grave du tout. Juste, j'ai eu l'impression d'avoir déjà été confronté à son travail dans d'autres jeux ou peut-être dans l'univers de la BD. Voilà, ça sort cette semaine sur Game Pass, c'est ça, Citizen Sleeper, oui, notamment. tout à fait, ce sera le Game Pass. Et on termine par le meilleur mois à jamais. Best Month Ever, effectivement. C'est alors le nom paye pas de mine comme ça, mais c'est assez incroyable la profondeur du truc. Au global, j'ai été assez surpris quand je l'ai découvert. Ça sort le 5 mai, donc jeudi, sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et en gros, c'est un retour vers le passé. On est dans les années 60 aux États-Unis. Il y a la guerre du Vietnam qui fait rage. Il y a le fameux été de l'amour avec un petit peu la révolution hippie qui se met en place. Et dans ce cadre-là, eh bien, on va être dans un point and click qui nous met dans la peau de Louise. Louise, c'est une mère célibataire qui est à peu près de la trentaine et qui est accompagnée de son fils 8 ans, Mike, qui est justement particulièrement intelligent, mais elle, le problème c'est qu'elle est en phase terminale. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour elle. Mais dans ce cadre-là, elle va être déterminée à apprendre à son fils comment survivre et réussir dans la vie. Et pour cela, nos choix sont assez importants et c'est assez intéressant la mécanique qui va être utilisée. Chaque action influence positivement ou négativement 3 statistiques. La vertu, la confiance et les relations. Et selon nos résultats,
eh bien, on va avoir une des 9 fins du jeu possibles. Et cette expérience, elle est réalisée par l'école du cinéma de Varsovie, accompagnée par l'éditeur Clavater. D'accord, ok. Bah écoute, le thème est terrible, mais ça a l'air très poétique. Et c'est bizarre, mais quand je regarde le trailer, j'ai pas l'impression d'être confronté à un point and click personnellement. Non. Mais c'est ça, c'est assez particulier dans le visuel. Plutôt cool, finalement, plutôt cool. Voilà, donc notre sélection indé. Évidemment, il y a beaucoup plus de jeux indés qui sortent, vous savez, chaque semaine. Mais bon, on vous en prend quelques-uns, histoire de ne pas vous noyer complètement. Petit résumé des sorties Game Pass de la semaine. Oui, tout simplement. On aura Loot River dès demain. On aura Citizen Sleeper et Trek to Yomi à partir de jeudi. Ok, ouais, bon, ça c'est solide. Jeudi, c'est bien. Trek to Yomi directement dans le Game Pass. On va streamer. Ah ouais, on va streamer jeudi au vendredi. Un petit stream des familles. J'ai toujours pas eu le temps de finir ni de faire Tunic en entier. Il y a déjà Trek to Yomi qui arrive. Je me demande quel est le jeu le plus optimisé en termes de temps. Je vais yumiiser, moi. Et si tu vas yumiiser. Je vais trekker, moi. Je pense que le Trek to Yomi, ça doit pas être un jeu très long, non, à tous les coups. Ah, on sait pas. J'ai envie de on sait pas. On sait pas. Faut voir, peut-être que la difficulté sera là. Et... Si c'est 6-8 heures, ce serait parfait pour moi. D'accord. Bah, écoute, pour une expérience comme ça, en vrai, moi, je trouverais pas ça déconnant. Tu vois. Je pense que ça va être ces eaux-là. Un jeu comme ça, il va pas être très long, je pense. Ouais, un 6-8 heures pour Ken. Ouais, un 6-8 heures. C'est ouf, hein. Fut un temps, les jeux de 6-8 heures, dis là, c'est pas assez. Mais dès que tu dis c'est 6-8 heures, mais c'est dans le Game Pass. T'en as besoin. T'en as besoin. T'as te dit, ce jeu-là, je peux le faire, je peux le finir, vas-y, let's go, je me lance dedans. PS Plus, les jeux du mois de mai 2022, disponibles du 3 mai jusqu'au 6 juin. On aura FIFA 2022, monsieur Alix. Écoute, me regarde pas, ça me parle, j'ai basculé sur autre chose. Vous n'avez plus rien à faire avec ce jeu, c'est ça? Exactement. Pour l'instant. eFootball, c'est ça? Il y a eFootball, il y a Elden Ring, il y a Trek to Yomi jeudi, j'ai plus le temps pour FIFA. T'as plus le temps pour FIFA, là. Peut-être plus tard, on verra. Écoutez-moi ça. Tribes of Midgard, stop. Exactement, Tribes of Midgard aussi, et Curse of the Dead Gods. Français. Voilà. En plus, franchement, c'est une bonne sélection pour un mois de mai. Et c'est d'ailleurs c'est pas les derniers jeux que vous aurez à gagner sur le PlayStation Plus, mais à partir du mois prochain, la formule du PlayStation Plus change, vous savez, avec les 3 formules essentielles, extra et premium, et avec des choses seront très probablement ajoutées plus en masse, non seulement les jeux disponibles dans la version extra PS4, PS5, qui tous les mois, à mon avis, risquent de se mettre à jour. Donc on continuera de vous en informer avec Suri justement ici, mais aussi la totalité des jeux rétro gaming qui s'ajouteront dans le catalogue premium. Et on continuera évidemment de vous informer sur ces jeux-là dans les sorties de la semaine. Tous les lundis, on se termine. Il y a des jeux à récupérer sur le Gold. Oui, sur le Gold, il y a des petits jeux à récupérer, notamment dès maintenant, à partir du 1er jusqu'au 31 mai ou au 15 mai. Alors, on a Yoku's Island Express en premier lieu, Hydro Thunder Hurricane en second, et après, à partir du 16 mai, on pourra récupérer The Inner World et aussi Viva Piñata Party Animals. Le Viva Piñata et le Hydro Thunder, c'est les jeux Xbox 360 qui nous ont resservi à l'infini 6 fois dans la version Gold. C'est plus possible, Reza. Le Gold, il faut qu'il meure. Pourquoi ils conservent le Gold? Je comprends pas. Faut qu'il meure. En fait, comme il y a déjà les jeux dans le Game Pass, les jeux t'en bats les couilles. Franchement, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Je suis dur. Vous me trouvez dur, Nanix? Non, mais le chat rigole. Au moins, tu dis les termes, c'est bien. Soyons vrais. C'est vrai, on s'en fout. Rob qui nous rappelle cette petite info qu'on avait vue également, Sony qui a bloqué temporairement le fait de cumuler les abonnements. Tu sais, si tu es en fin d'abonnement, de reprendre l'abonnement évidemment, puisque dans un mois, l'infrastructure va changer. Donc du coup, c'est pour vous inciter évidemment à basculer sur la nouvelle offre d'abonnement PlayStation. Je sais que pas mal de streams d'actualité, tous ceux qui revoient un peu l'actualité des jeux vidéo sur Twitch, comme nous le faisons dans le Lunch Play, on sont partis de base pour faire un sujet complet là-dessus. Mais nous, on en a déjà fait 2 dans le Lunch Play de sujets sur justement à la fois les cartes bloquées et à la fois les nouveaux changements d'offres de PlayStation. Je préférais pas vous remplir la tête avec ça dans la revue de presse. On a préféré ne pas vous remplir ça avec la revue de presse. Mais on reparlera évidemment des nouvelles offres quand elles seront concrètes, c'est-à-dire à partir du 27 mai, je pense, pour l'offre qui arrive en Asie, et le 11 juin, en tout cas, par chez nous. Merci beaucoup, Suri, pour les sorties. Voilà, on se termine alors normalement avec l'entrée de Menro, mais Menro n'est pas là.
Parce que tu vas te transformer en main road. Voilà, est un homme occupé, qui fait des choses importantes. Bon, écoutez, très bien. Je vais donc vous parler un tout petit peu des sorties, enfin de planning la semaine sur le stream. Je sais pas si on a un jingle pour ça. Allez, bah vas-y, c'est parti cette semaine sur le stream. Ça tombe bien et en plus on a du temps pour en parler tout de suite. Vous allez retrouver les amis bros avec Ultia, Antistar, Sunday et Bitel et nous allons faire le test en direct de Switch Sport. Ouais, j'ai joué, ça y est. T'as joué, j'ai joué aussi tout le week-end. J'ai fait que du bowling, mec. Il est cool, hein. Le bowling en BR. Le bowling en BR, c'est incroyable. C'est un délire. Hein. Par contre, c'est incroyable. C'est trop Par bien. contre, t'as pas le droit à l'erreur. La première session, faut que tu touches toutes les quilles. Une quille ratée. Et tu dégages, c'est les 8 premiers qui passent. Que les mecs sont énervés non, mais sur les le mecs... Ah oui, non, mais je sais pas si c'est moi qui comprends rien, c'est trop facile. Première les mecs partie, sont énervés. j'étais avec ma nana, je dis bah attends, je leur roule dessus, genre je suis en finale, j'avais 180 points, le deuxième avait 60 points, donc ridicule. Je dis mais c'est même pas la peine de jouer, quoi qu'il arrive, je vais gagner. Les 3 parties suivantes, je suis pas sorti, j'ai pas atteint le top 8 pour une quille à chaque fois, quoi, tu vois. Les mecs sont trop énervés. Mais au moins, c'est bien. Ça met un petit peu de challenge, quoi. Donc, Franchement, je me suis amusé surtout. Je déplore juste que le badminton, tu puisses pas jouer à 2 au badminton dans la même équipe, tu vois. Ah oui, vraiment... en double. Ouais, ça c'est vraiment très nul. Le volley, c'est pas mal, mais c'est un peu lent. Là, tu peux pas jouer. Non, franchement, le volley, c'est ce qu'on a préféré avec. Ah ouais, avec je trouve ça lent, mais c'est cool. Le golf, il manque beaucoup. Ouais, le golf manque un. Ah ouais, non, moi, ça me manque de faire mes petites sessions. Parce que sur Wii Sports, je faisais ça. Je rentrais des cours, hop, petit golf. Sur Wii Sports, c'était assez incroyable. On en parle en tout cas tout de suite dans les amis bros. Ce sera justement dans le studio entre guillemets du récap pour avoir de la place pour pouvoir jouer. Demain, rien de spécial sur l'antenne du stream. En tout cas, il y a marqué rien, mais vous retrouvez bien entendu le lunch play. C'est quoi le sujet du lunch play, Paul, demain? Tu te souviens? Les jeux éducatifs à l'occasion de la sortie de Hadibou qui revient sur mobile. On va repasser sur les jeux éducatifs qui ont fait votre enfance et les Serious Games. Mercredi, le récap accueillera Scoot de Street en invité dans le récap. Le voici, c'est cet homme. Quels sont ses réseaux exactement? YouTube, voilà. Voilà, le youtubeur Scoot de Street sera dans le récap et ce sera le 2e épisode de l'agence, le JDR avec l'ami Linkus, évidemment en tête de liste. Le voici, c'est vrai que c'est vrai, ce Jiraya de la pression intersidérale. Ouais. Ne veut rien dire. Jiraya fait peur. Jiraya fait peur. Puis enfin, jeudi, vous retrouvez un nouvel épisode du Love Talk avec Mythique. Nanik, tu seras en compagnie de Dina et tu recevras Caral. Voilà. Seulement. Avec de nouvelles découvertes, de nouveaux célibataires, parce qu'il y a des célibataires qui viennent s'exprimer. Oui, un nouveau thème, regarde. Yu-Gi-Oh! Sera aussi présent, puisqu'il n'y aura pas la musique jeudi prochain, mais bien Yu-Gi-Oh! Avec l'ami Zulu. Nouvelle émission, nouveau programme centré évidemment sur toi de jouer Yu-Gi-Oh! C'est l'heure C'est l'heure du duel. Et Zulu, qui a évidemment une collection de cartes Yu-Gi-Oh! Hallucinante, une des plus belles de France. L'âme des cartes est avec lui. Il reviendra avec nous, rassurez-vous évidemment. La musique sera de retour dès jeudi prochain. Et enfin, vendredi, je ne serai pas dans le lunch play, donc je laisserai Nanix et Lox évidemment tenir les rênes du lunch puisque je serai à Vierzon pour le HFS Summer. Voilà. Tu en vélo? Exactement. Alors, je vais pas y aller en vélo parce que c'est vendredi et commence assez tôt. Par contre, dimanche, si j'ai la flemme de prendre un billet de train, je rentre à vélo à Paris. Ouais. Voilà. J'aime bien, les gens généralement ont la flemme de rentrer à vélo et de prendre un billet de train pour rentrer à Paris. C'est l'inverse. L'application SNCF. Je l'ai utilisé hier d'ailleurs, bizarre un peu. Ouais. J'étais pas prêt. Donc moi, je préfère faire 220 km à vélo que me lancer dans cette folie d'application malade. J'irai streamer dehors sera à la rencontre de la foire de Paris, immense foire où j'ai pu y acheter mes premières toilettes japonaises. Voilà, plus jamais je retournerai en arrière. J'espère qu'ils iront justement sur le stand de la propreté. Et enfin, la cuisine recevra Ellis Bond, ancien candidat de Top Chef, celui que l'on surnommait l'artiste des cuisines, puisqu'il intègre une composante artistique issue de sa formation je ne vais pas dire dessinateur, mais peintre, dans la
cuisine et dans ses œuvres culinaires. Ça va être quelque chose d'assez intéressant en compagnie de Gastronogeek qui reçoit de plus en plus de personnalités qui ont fait Top Chef ici sur la cuisine. Donc ça régale. Voilà, c'est tout pour le reste de l'actualité, le programme de le stream. On se retrouve demain, les petits amis. Monix, en tout et pour tout. Je sais pas si tu seras là demain. Non, je serai là mercredi. Tu seras là mercredi avec moi. Parler d'un certain docteur qui fait ça. Ah ouais, c'est vrai que mercredi tu nous parles de Docteur. On va parler d'un des films de l'année. On aime ou pas Marvel d'ailleurs. C'est vrai, d'ailleurs, mercredi, il y aura la review de Doctor Strange sans spoiler et c'est May the Force, donc on parlera des jeux Star Wars en plus de tout ça. Merci mon bon Reza. Merci Ken. Petit bisou évidemment. On se voit demain. On se voit demain et on se retrouve ce soir sur MGG, il me semble, Smash Club, pour le Smash Club, tout à fait. Sur des bisous. Tu reviens cette semaine toi ou pas Non, c'est pas prévu pour cette semaine. Ok, eh bien On te fait des Mais bisous, les on te fait sorties des de la bisous semaine quand même. lundi prochain. On te fait des bisous quand même. Exactement. On se retrouve dès lundi. Tout de suite, c'est les amis bros, évidemment, présidés par Christian. On se retrouve tout de suite avec des horreurs marquées ici. Merci Paul, merci à toute la régie et à demain. Ciao. Salut tout le monde. Pi, 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 pi.